Je me souviens d'une soirée, je l'ai raconté plusieurs fois, une soirée en fait, je crois que c'était un anniversaire de Soral d'ailleurs, où il avait réuni des gens, etc. Et là, en fait, on s'était assis à une table et il parlait de la Lune. Il était en bout de table comme ça, il commençait à enchaîner. J'avais jamais entendu parler des voyages lunaires. Et là, il se met à parler de la Lune. Et moi, le truc, c'est que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Oui. je me suis passionné par ça quand j'étais gamin, quand j'étais ado, etc. Les voyages lunaires, Apollo, ça m'a toujours fasciné. Et du coup, je m'y connais un peu, tu vois. Je suis pas un spécialiste du tout, mais ça m'avait passionné, donc j'avais lu des trucs dessus. Et là, il commence à parler de la Lune. Et bon, bah, je comprends que en gros, pour lui, tout ça, c'est du fake, tu vois. Et qui je l'écoute, tu sais, et puis Soral, il est en boucle, tu vois, donc pendant 1 heure, nanana, nanana. Puis à un moment donné, à un moment donné, il remet en question l'idée que la Lune est sphérique. Je jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est cette idée qu'on peut à la fois être critique de l'immigration tout en étant de gauche en réalité, et socialement. Oui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire on va renverser la pyramide, on va se préoccuper des classes sociales, on va essayer d'analyser l'impact de l'Union européenne sur les classes populaires. On va essayer de comprendre ce qui nous arrive en fait d'un point de vue économico-social, mais en même temps, on va comprendre que bah ouais, l'immigration, c'est pas forcément cool, Ouais. que les frontières, c'est utile. Et en fait, précisément cette synthèse-là qui n'était pas faite et que Égalité et Réconciliation étaient les seuls à faire. Oui, aujourd'hui, c'est dangereux d'être journaliste. Clairement, moi, quand je suis sur le terrain, j'ai dit, moi, je porte un gilet pare-balles maintenant sur le terrain. Carrément. Ouais, j'ai un gilet pare-balles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir un père spirituel puisqu'il a inspiré le travail que je fais. C'est Vincent Lapierre. Bonjour Vincent Lapierre. Bonjour, Georges. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, merci C'est à toi de cool. m'avoir invité. Non, c'est cool et puis très respectueux du taf que tu fais et puis ça fait très longtemps que je te suis. Merci. Euh, Aujourd'hui, on te reçoit pour aborder plusieurs questions, plusieurs parties dans cet entretien, notamment sur la place du journalisme aujourd'hui. Parce qu'on sait que tu es un journaliste qui est très engagé, enfin très engagé en tout cas pour le peuple, et qui va au charbon. Ce qui n'est pas C'est le vrai. cas de journalistes qu'on peut avoir à la télé. C'est vrai que je suis pas ce qu'on appelle un éditorialiste. Je Ouais, parle pas depuis mon canapé Tour dans mon d'Ivoire. studio. Ouais, Je vais sur le terrain, je vais voir les gens, tous les gens, de ouais, tous bords, ouais. de toutes caractéristiques sociales, Et religieuses, ouais, ouais. et pour aborder les sujets de société qui me semblent importants. Voilà. Ouais, mais on y reviendra. Mais j'aimerais qu'on commence cet entretien par deux, trois éléments biographiques. Tu es d'origine franco-colombienne. Ma mère est colombo-vénézuélienne. Ouais. Donc j'ai une grand-mère colombienne, un grand-père vénézuélien, et mon père est français. Est-ce que tu te rappelles dans quelle ambiance culturelle tu as grandi? Oui. Est-ce que tu peux nous la décrire? J'ai grandi dans un milieu de gauche, Ouais. catégorie sociale, je dirais, populaire. Ok. J'ai grandi aussi en partie en Colombie, puisque j'allais très régulièrement en Colombie avec mon frère et mes parents en vacances, tous les deux, toutes les vacances Ok. scolaires. Et en Colombie, j'étais confronté à un milieu social très pauvre, puisque ma mère vient des couches vraiment les plus pauvres de la société colombienne. Et donc, je faisais ce va-et-vient entre la classe moyenne inférieure en France et classe populaire colombienne. Et ça, je me suis imprégné de ça, de cette ambiance. Je suis allé à Mayotte dernièrement, ça m'a rappelé mon enfance. Ah oui. Concrètement, ouais, les bidonvilles de Mayotte, c'est les bidonvilles de Colombie, c'est la même chose. D'accord. Et donc voilà, j'ai eu une enfance un peu, je dirais, spéciale dans ce sens-là, où j'ai pu me confronter à la grande pauvreté très vite, très jeune. T'étais un élève studieux? J'étais un élève sérieux, studieux, ouais, Ouais. timide. Ok. J'étais plutôt timide, peur d'aller à l'école, bon, c'est Ouais. le cas de beaucoup d'enfants. Bien sûr. Un peu en retrait, dans le peloton du milieu, je dirais, en termes de Ok. notes. Et voilà, et j'ai fait ma scolarité à Grenoble. Et On sait que tu as fait aussi thèse de doctorat. une thèse de doctorat ouais, sur Chavez, non, il me semble. Alors en réalité, j'ai fait un bac scientifique. Je m'intéressais beaucoup à la science, à l'astronomie, comme beaucoup d'enfants en fait. Ouais. Et donc j'ai fait un bac scientifique. Et à la fin de ce bac scientifique, j'ai voulu être pilote de ligne. D'accord. Et Ok. il se trouve que je suis daltonien Ah merde. à un niveau assez élevé. Ok. Parce que par la suite j'ai fait l'armée, donc à l'armée on m'a fait faire des tests poussés à Lyon. Ok. Et le daltonisme se classifie en 5 catégories. Je suis niveau 4 sur 5. Sachant que 5 c'est que des nuances de gris. Ok. Donc Toi, tu vois quoi du coup, là, pour la petite anecdote? alors c'est compliqué à Bah oui, dire. j'imagine à décrire, ça doit Parce être. que, parce que moi, les couleurs que je vois, bon, tu vas demander si ça c'est du bleu, je vais te dire oui, c'est du Ok. bleu, mais c'est mon bleu à moi, c'est pas, D'accord, ok, oui, qui oui. n'est pas le tien, donc Ouais, ouais. c'est Ok. compliqué. Mais par contre, hein, on m'a acheté un jour des lunettes
pour voir comme les gens normaux. Ouais. J'ai halluciné sur les couleurs en fait réelles du monde. Ok. Vous voyez en fait le monde de manière très très vive, très flashy pour moi. En fait, moi, ce que j'ai, c'est que c'est comme si j'avais un filtre sépia devant les yeux. Je Ok. vois à peu près tout en jaune, tout est jauni. D'accord. Ah Voilà. ouais, t'as un filtre Insta. J'ai un filtre Insta sépia devant les yeux tout le temps, non-stop. Ok. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de mettre ces lunettes parce que ça me déprimait quand je les enlevais. Ah merde. Parce que Ok. quand tu les mets, tu vois tout avec des super couleurs, les fleurs, Ouais. ça me pète aux yeux, quoi. Et quand tu les enlèves, après, tout est terne, tout est triste. Ok. Donc j'ai arrêté de les mettre. Ok. Ah, je savais pas du tout. Et Et je savais pas non plus que t'avais fait l'armée. j'ai fait l'armée, ouais. J'ai fait l'armée quand j'avais 28 ans. Ok. Et Pourquoi tu t'es engagé? je voulais voir ce que c'était. Ok. Je voulais me lever à 6 heures du matin, faire le salut au drapeau, devant les Ok. couleurs. Non, Alors, quelle expérience je voulais vivre ça. C'est magnifique. Ouais. Il faut l'avoir fait. Il faut l'avoir fait. Ouais, j'ai fait mes classes. Bon, c'était dans la réserve opérationnelle, dans le 93e régiment d'artillerie de montagne, près de Grenoble. Et c'est magnifique, quoi. C'est une expérience. En fait, ce que je retiens surtout, c'est que tu vis à l'armée un sentiment de fraternité que tu ne vis plus vraiment dans la société civile. Ouais. Tu vois, c'est que tu vis des épreuves qui sont difficiles avec un groupe de jeunes gens et ça te lie à eux pour toujours. Bien sûr. Moi, après, j'ai fait mes reportages dans les Gilets jaunes et parfois je croisais des camarades du régiment et quand on se regardait, on savait qu'on avait vécu des choses dures, Ouais. des marches longues, des marches la nuit, etc. Ouais. Et ça crée une connexion que tu ne vois nulle part ailleurs. Ouais, un truc Et ça, c'est solidaire. quelque chose qu'on ne vit plus en vrai en France, puisqu'on ne fait plus l'armée, il n'y a pas de guerre, tu vois, donc J'imagine que tu serais pour le retour du service militaire. totalement. Pour ces raisons-là. Entre autres, bien sûr. Ouais. Entre autres. Et je pense que ça calmerait aussi pas mal de jeunes qui font n'importe quoi, etc. Parce que Ouais. tu te prends des coups de pied au cul à l'armée. Moi, je me suis pris des coups de pied au cul à l'armée. Ouais. Donc, Oui, moi, je le prenais à la rigolade. En fait, moi, j'avais l'impression d'être dans un film. Parce que j'avais 28, 29 ans. Mais quand tu as 17 ans, 18 ans, bah, ça te met une pression, Ouais. ça te calme, Quasiment quoi. parental, quoi. Ouais, non, c'est très bénéfique. Et est-ce que tu dirais que qu'à cet âge-là, tu étais déjà politisé ou pas? Complètement. Moi, je suis politisé depuis que j'ai 12, 13 ans. Tu te rappelles des premières réflexions politiques que tu as Oui, pu bien avoir? sûr. Bah, c'est marrant, mais c'est des réflexions politiques à gauche. Parce qu'en réalité, mon père mais ma grand-mère paternelle était au Parti communiste. Ma grand-mère paternelle était une militante assez connue de la région dauphinoise, du Parti communiste. Elle avait même failli être l'une des premières députées communistes, etc. Et mon père, donc, bah, j'ai grandi dans ce milieu-là et je discutais énormément de philosophie et de politique avec mon père quand j'étais gamin, mais 10, 11, 12 ans. En fait, à table, mes premiers souvenirs de discussion en famille, quand j'avais 6, 7, 8 ans, c'est des discussions politiques. La chute de l'Union, la chute du mur de Berlin, etc. Tout ça, je m'en souviens, c'est des mots qui me parlent, tu vois, parce que j'entendais parler de ça à table. Et donc, en fait, les premières discussions que j'ai eues avec mon père, c'était des questions d'abord philosophiques. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? On discutait de ça quand j'étais gamin avec mon père. Et ensuite, évidemment, il m'a orienté sur des lectures très rapidement. Donc, je me souviens que l'un des premiers livres assez sérieux que j'ai lu, c'était Albert Jacquard, abécédaire de petite philosophie à l'usage des non-philosophes. Et donc, c'est un abécédaire avec des notions philosophiques, etc. Et Albert Jacquard, donc un généticien, philosophe, qui était très connu et qui avait des positions de gauche. Pour te dire, il était allé dormir dans une église quand des migrants l'occupaient, etc., pour les D'accord. soutenir, machin. Donc, c'était vraiment très à gauche. Je me souviens il y avait une notion qui m'avait marqué à l'époque, c'était les frontières sont des cicatrices de l'histoire. Et lui, il était pour l'abolition des frontières. Donc, tu vois, le niveau. Ouais, Donc, j'ai commencé par ça. Bon, après, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que c'était un peu plus utopiste un peu. plus subtil que Oui. ça, que les frontières ne sont pas des cicatrices de l'histoire, mais au contraire qu'elles ont une vertu protectrice, Oui, bien pour sûr. tout le monde d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais sinon, voilà, j'ai commencé mon parcours philosophico-politique très à gauche, et ensuite, bah, évidemment, les lectures, de par mes origines sud-américaines, le Che. Je me souviens, j'ai lu les 2 voyages à motocyclette très vite, 14, 15 ans. Ensuite, j'ai lu Marx très rapidement, parce que je voulais comprendre. Tout le monde parlait de Marx dans ma famille. Je me disais, mais ok, j'ai envie de savoir ce qu'il a dit, le mec. Donc, j'ai lu Le Capital, je devais avoir 16 ans. Wow. Ouais, quand j'étais en première, je me souviens. Ok. Ah, c'est costaud comme lecture, hein, en Ouais, première. ouais, mais je m'y suis mis. J'avais une feuille à côté de moi, je prenais des notes, et je dois d'ailleurs toujours avoir les notes chez moi. Mais ouais, Ça a eu un impact sur ta formation politique, ce genre de bouquin, ou on est trop jeune pour comprendre? alors, je t'avoue, ma première lecture de Marx, très compliquée. Ouais, oui. Très, très compliquée. D'ailleurs, je l'ai relu ensuite parce que j'ai donné des cours à la fac, plus Mhm. tard, en économie, parce que j'ai fait donc mon doctorat en économie. En même temps que tu fais tes recherches, tu Ouais. donnes des cours.
j'étais prof junior, entre guillemets, et j'ai relu Marx à ce moment-là, et je me suis rendu compte, mais c'est un truc de fou comme c'est compliqué, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais comment tu peux vouloir t'adresser à des classes populaires, classes ouvrières, parce que c'est en Mhm. gros, Marx, Ouais. son public, c'était les classes ouvrières, leur faire comprendre les dynamiques politiques, en t'exprimant, en écrivant de cette façon. Alors, Ouais. on m'a dit oui, mais c'est parce que c'est une traduction de l'allemand, etc. Donc c'est... enfin, quand même, quoi. Non, même pour les Allemands, ouvriers, Non, je mais pense que c'était c'est injouable. bizarre. Ouais, ouais, Voilà, non. bizarre. Mais intéressant, ceci dit. Euh, donc, voilà. Non, j'étais politisé, évidemment, Et tu depuis... te positionnes très vite à gauche, du coup, apparemment. Là, aujourd'hui? Non, non, pas maintenant, dans ton jeune âge. Non. Je me souviens que quand Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour en 2002, donc j'ai 17 ans, j'aurais voté Jean-Marie Le Pen à ce moment-là. D'accord. Pourquoi? Parce que... parce qu'en réalité, il représentait, à mon sens, l'intérêt des classes populaires à ce moment-là. Déjà. Déjà, D'accord. tu vois. C'est rare, hein, ce discours-là, en 2002. Hein. Oui, 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 je me souviens que j'étais à contre-courant Ouais. de mes camarades de classe. Ça devait être houleux, les dîners. Alors, mon père, lui, qui donc venait du Parti communiste, avait fait en fait justement ce pas. En réalité, Ouais. le Parti communiste s'était vidé de ses militants, de ses membres, au bénéfice du Front National. C'est ça il y a eu il y a eu une bascule. Les, les, les forces vives du Front National à ce moment-là, c'était clairement les classes populaires, Bien sûr. et ça l'est d'ailleurs toujours en grande partie. Donc, j'ai fait simplement j'ai suivi la trajectoire naturelle Ouais. de quelqu'un qui s'apparente, qui s'associe, enfin s'identifie dans les classes populaires et qui donc vote pour ses intérêts en réalité. Mm. Parce que, et ça c'est quelque chose qui ensuite évidemment ça a été, c'est ce que j'ai appris notamment au contact de Chavez, parce que donc j'ai traduit Hugo Chavez très vite euh, dans ma jeunesse, quoi. Ce qui m'a amené d'ailleurs ensuite à mon Faire ta thèse dessus. faire ma thèse dessus et puis Ouais. mon parcours politique, puisqu'après je suis passé par Égalité, Réconciliation, Ouais. etc. Mais en gros, j'avais vu à travers Chavez, ce dirigeant donc sud-américain du Venezuela, qui était le leader anti-impérialiste pendant une décennie en gros et qui a conduit le continent sud-américain à opérer un virage anti-impérialiste. Il était clairement dans cette idée que la défense des classes populaires passait par la défense de la patrie, la défense du Venezuela. Et moi, c'est pour ça que, si tu veux, ce virage entre l'extrême gauche et ce qu'on appelle l'extrême droite ne m'a pas paru si étrange que cela. Mm. Même plutôt naturel, en fait, pour quelqu'un qui observe la situation politique en Amérique du Sud. Associer la patrie à la défense des classes populaires est quelque chose d'absolument naturel. Ouais. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'interprète la Révolution française. La Révolution française a fait naître l'idée de patrie, de nation, et on ne peut pas dire que ce soit une révolution d'extrême droite. Robespierre n'était pas d'extrême droite. Pourtant, Robespierre défendait la nation. Ouais. Et à Valmy, les soldats criaient, ont gagné en criant Vive la nation. Donc, il y a eu, si tu veux, pour moi, hein, au cours des 20-30 dernières années, un accaparement de cette idée de nation par ce qu'on appelle l'extrême droite, ou plutôt un abandon de ces notions-là par la gauche, qui est, comment dirais-je, contre-productif pour la gauche. Ouais, et puis surtout, ça peut amener à. Enfin, on va reprocher à ce que t'appelles, enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite de récupérer le drapeau français, mais en fait, c'est juste le fruit d'un délaissement, parce que Bien sûr, théoriquement, le drapeau français, c'est ce qui devrait tous nous rassembler. bien sûr. Mais je voudrais juste revenir sur Chavez, parce que du coup, tu as beaucoup bossé sur Chavez. Est-ce qu'on peut dire que t'aimes le bonhomme? Je pense que oui. Oui, oui, oui. Euh, Je l'ai traduit pendant des années. Oui. J'ai traduit ses discours. Mais qu'est-ce qui te. Comment? Qu'est-ce que t'aimais chez le. Qu'est-ce qu'il incarnait pour toi? Le courage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Amérique du Sud, pendant des décennies, même des siècles, a vécu sous la domination nord-américaine des États-Unis. Plan Condor. C'est ça, c'est l'idée que l'Amérique du Sud était la chasse gardée des États-Unis et que donc les États-Unis sont intervenus politiquement très souvent pour renverser des gouvernements, pour mettre en place des présidents fantoches qui défendraient leurs intérêts, etc. Donc Chavez s'élève contre ça dans un premier temps. Donc c'est, si tu veux, un dirigeant qui était dans une lutte anticoloniale, entre guillemets. Tu vois. L'idée, c'était de récupérer, c'est le centre de sa politique économique, c'est récupérer le contrôle sur les matières premières, sur le pétrole.
Attention, quand je dis ça, je ne dis pas que tout ce qu'il a fait est bien, Oui, oui, que bien tout sûr. ce qu'il a fait a marché. Ouais, bien Ce que je sûr. dis, c'est qu'il a tenté quelque chose de bien. C'est qu'il a dit le pétrole sous les pieds des Vénézuéliens appartient aux Vénézuéliens. Et il a viré, entre guillemets, les sept sœurs, BP, Shell, Total, etc., en leur disant maintenant, vous allez traiter avec les Vénézuéliens d'égal à égal et vous allez plus pomper le pétrole en nous donnant des cacahuètes. Mhm. Donc il a fait ça. Il a eu sur le dos toute l'oligarchie vénézuélienne. Il s'est fait renverser d'ailleurs en 2000, en 2002. Il s'est élevé contre, en gros, la puissance américaine au Venezuela. Et ça, je trouve que c'est extrêmement courageux. Pour redistribuer, et c'est là où après on peut discuter sur est-ce que ça a été efficace ou non, redistribuer l'argent du pétrole au peuple vénézuélien. Tu vois, donc on pourra dire c'est un populiste, un démago, etc. Un autocrate, ce n'est pas vrai. Il a été élu de nombreuses fois avec des organisations internationales qui contrôlaient les élections. Donc c'était pas du tout un dictateur comme on a pu l'entendre à l'époque en France. Mais voilà, c'est ça qui me plaît chez lui, c'est que c'était quelqu'un de courageux qui a défendu le peuple vénézuélien. Et voilà, Et moi j'aimerais voir la même chose en France. qu'est-ce qui fait qu'il a une mauvaise presse, du coup, selon toi? Bah déjà visuellement, il fait un peu Peur? ça fait un peu général Tapioca dans Oui, Tintin, quoi, oui, tu oui, vois, oui, c'est ça. Ouais. ça renvoie un peu à ça, donc on se dit, ah ouais, donc ok, c'est un militaire, donc bon, Mhm. c'est un dictateur, on n'aime pas trop les militaires, tu vois, Ouais. naturellement, donc il y a cette image-là, mais surtout, c'est qu'à mon avis, en France, les médias mainstream sont alignés sur les intérêts américains. Et Chavez, lui, était dans une lutte anti-impérialiste contre les États-Unis. Donc forcément, il avait mauvaise presse en France. Ouais. Mais, euh, mais sinon, il faut voir que les Vénézuéliens l'ont soutenu dans leur majorité pendant longtemps, jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et d'ailleurs, il a passé le pouvoir. Dans sa dernière conférence de presse, il dit, bon, je vais faire une 4e opération à Cuba contre le cancer. Il est mort d'un cancer. Je vais peut-être mourir. Voter pour Maduro, mon ministre des Affaires étrangères. Et les Vénézuéliens ont voté pour Maduro. Ça fait, ça fait un peu, tu vois, monarchie. Ouais, Poutine Medvedev. Voilà, c'est ça. Mais Après, c'est peut-être aussi qu'il y a eu un lien très fort entre le peuple vénézuélien c'est et ça. Chavez. C'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il s'exprimait très souvent à la télévision. Il s'exprimait dans un langage simple. Il était, comment dirais-je, il abordait des problématiques qui touchaient les Vénézuéliens, contrairement aux anciens politiciens antérieurs à lui. Et voilà, les gens allumaient la télé le dimanche pour la mission Allo Président où il parlait pendant 6, 7, 8 heures. Et ils écoutaient ça en fond. Mm. Et au final, il a réussi, par la surmédiatisation, à vraiment s'introduire dans les familles. Ouais. C'était un père, c'était un frère, c'était un fils pour les C'est Vénézuéliens. une présence, quoi. Il le ressentait comme tel. Et c'est pour ça que quand il s'est fait renverser en 2002 par l'opposition vénézuélienne pilotée par la CIA, ça a été démontré, là je ne fais pas du complotisme, Non, ça a non, été non. démontré par une avocate vénézuélienne qui a sorti les dossiers. Aux États-Unis, il y a des lois qui permettent de faire déclassifier des dossiers, c'est assez, d'ailleurs de ce point de vue-là, assez démocratique. Ouais. Et donc elle a réussi à faire ça et elle a démontré elle a publié tous les câbles entre l'ambassade américaine et l'ambassade vénézuélienne, etc. Donc et, il- Chavez s'est fait renverser en 2002 et il se fait donc amener sur une île en hélicoptère. Il allait être extradé aux États-Unis. Et les Vénézuéliens des quartiers pauvres, parce que c'est ça, ses électeurs, c'est les classes populaires vénézuéliennes qui sont majoritaires au Venezuela, sont descendus des quartiers, des bidonvilles, autour du palais présidentiel pour faire revenir Chavez. Et en fait, les mecs qui avaient pris le pouvoir se sont sentis isolés au sommet du pouvoir et ont finalement déguerpi avec d'ailleurs le coffre du palais présidentiel, l'argent, etc. Ils ont fui. Et donc les Vénézuéliens, donc des classes populaires, ont ramené Chavez au pouvoir au forceps. À ce moment-là, ça lui donnait une légitimité démocratique énorme. Ouais. Énorme. Est-ce que c'est ce type de mentalité qui va t'amener à rejoindre Égalité et Réconciliation? Comment tu fais Alors, je me mets à traduire Chavez au milieu des années 2000, donc à le traduire, à sous-titrer et à mettre ça sur YouTube. Et effectivement, je suis contacté par des membres d'Égalité et Réconciliation. D'abord, mes vidéos, je vois qu'elles sont diffusées sur le blog d'Alain Soral à l'époque, en 2007. C'était un blog. Je me dis, tiens, c'est cool, machin. Et puis, je connaissais Alain Soral parce que j'avais lu ses bouquins sur la drague, parce que j'ai aussi un passé de dragueur de rue. Toi? Ouais. Ah, des bars. Ouais, grave. Ça marche? Bah, à fond. Ah ouais, ça marche vraiment? Mais à fond. Ah, des bars.
À fond. Mais moi j'hallucine de voir la misère sexuelle des jeunes aujourd'hui. Je me dis, mais les gars, mais sortez dans la rue et tchatchez avec les meufs, quoi, c'est tout. Ah oui. Bon, après, le contexte, c'est différent. Moi, je faisais ça dans les années 2000. Ouais, Maintenant, ça c'est peut vrai vite que... être du harcèlement. Enfin, ça peut vite être perçu comme du harcèlement. Complètement. Ouais. Donc, ouais, faire attention quand même. Mais Chroniqueur, du coup, Vincent Lapierre. À l'époque. entre mes 20 et 28 ans, Ok. ouais, beaucoup, Ah, beaucoup, putain, ouais, je savais beaucoup. pas. Puis j'allais en soirée salsa. Ah oui, non, ça, Alors, ça pardonne pas, ça. non, mais les soirées salsa, il faut pas trop que je le dise, parce qu'après, évidemment, mais c'est les mecs vraiment qui veulent pécho, comme on dit, mais, Ouais. allez en soirée salsa, apprenez à danser. Donc il y a un investissement, hein, Ouais, bien sûr. en temps et en argent. Bien sûr. Mais une fois que vous savez danser, si vous savez un peu bouger, Ouais. mais le truc, c'est que les femmes attendent autour, Ouais. dans la salle, les Ah oui. femmes de tous âges, hein, des jeunes, Ouais. des moins jeunes, attendent autour l'homme qui va les inviter. Vous Oui. êtes sous-numéraire. Ok, oui. Donc, Ok. et en fait, et en plus, il n'y a même pas besoin de faire grand-chose puisque vous les invitez à danser. Vous êtes déjà au contact physique avec elles. Et si vous dansez de la bachata, par exemple, Ok. ou de la kizomba, bah, vous êtes au contact très proche. Tu vois, c'est pas du Ouais. tango ou c'est ou de la Ouais. salsa ou portoricaine. Vous êtes vraiment au contact. Ok. Donc, 70% du chemin est fait, quoi. Ouais. Il faut juste concrétiser, quoi. Après, il n'y a plus qu'à être un peu, pas trop débile, et puis Mm. c'est bon, quoi, ça marche. Donc là, ouais, évidemment, Ok. j'ai eu une période faste, Ouais. euh, mais qui m'aide d'ailleurs aujourd'hui, hein, parce que le processus pour aller vers les gens en interview, Il n'est pas évident, hein. c'est pas évident, faut briser Ouais. la glace, et c'est un peu le même qu'on rencontre quand tu dragues. Ok. Quand tu dragues, faut évidemment faire l'approche, Ouais. pas avoir peur de se prendre un nom, euh, maintenir la conversation à un certain niveau pour pas que ça, tout d'un coup, il y ait des blancs. Ouais. Bah, quand tu fais une interview, c'est un peu ça aussi, hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Il faut briser la glace, enfin surtout dans la rue parce que là à la limite on se connaît, enfin on se Ouais. connaît, on voit qui on est, quoi, tu Bien vois. sûr, ouais. Mais quand tu connais pas du tout la personne, faut briser la glace, relancer, pas avoir peur. Et moi je ressens aucune peur de me prendre un nom dans la rue, tu vois, par exemple, Ouais. quand je vais faire des interviews. Et puis Ouais. la glace, je la brise au bout d'une ou deux interviews, c'est bon, je suis parti. En fait, après je suis en mode, je peux parler à n'importe qui, quoi. Tu mets le président de la République, je vais lui parler, quoi. Ok. Tu vois, donc Et ça vient de ton expérience de bah, dragueur. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Évidemment. Il y a L'expérience aussi. il y a ça, il y a mon expérience dans les bidonvilles, parce que pendant ma thèse de doctorat, je suis allé dans les bidonvilles de Caracas et de Bogota, et j'ai interviewé 700 personnes à Caracas et 500 personnes à Bogota. En face à face, bon, j'avais un cousin qui faisait, avec moi, je l'avais amené, qui faisait les interviews avec moi, enfin les Ouais. entretiens. Mais donc, oui, forcément, au bout de la 700e personne, oui, t'as plus peur de rien du tout, quoi. T'y vas, Ok. en fait. Et à force de faire ça, effectivement, je me suis rendu compte que j'étais bon pour parler aux gens, Ouais. pour entrer dans leur bulle, pour faire comprendre que je n'étais pas un danger, parce que c'est ça le truc. C'est une réaction que tu as souvent, les gens qui sont sceptiques, qui doutent, qui ont peur que tu les manipules, qui sont sur la défensive. C'est très rare. Ouais, oui, j'ai quand même l'impression, parce que du coup, je me suis refait un peu de tes interviews. C'est très rare. Ça a l'air quand même d'être, même s'il y a du montage, hein, on le sait, mais ça a l'air quand même d'être très bon enfant, entre guillemets, sauf les moments où on y reviendra, où c'est pas bon enfant. C'est très fluide. En vrai, Ouais. et d'ailleurs, dans le produit fini, la vidéo finale, j'enlève en fait très peu d'interviews, Oui. en vrai, hein. Je dirais que ce serait à faire confirmer par mes cadreurs, ils pourraient vous le dire, mais sur 10 interviews, je dois avoir un nom, quoi. Tu vois, sur 10 personnes que j'aborde, il y a une personne qui me dit non, non. Mais ce serait intéressant d'analyser. Je pense que quand même, bah, moi c'est la psychologie un peu de comptoir, mais je pense que moi j'avais ressenti ça quand je faisais des micro-trottoirs. À l'époque, on était concurrents. Je ressentais que les gens avaient besoin de parler. Je sais pas Ouais. si Ouais, tu bien vois sûr, ça. bien C'est sûr. en fait, tu tends le micro, tu as une question, ils vont te dire ouais, c'est pour qui? Et si tu les lances, tac, ah ouais, alors c'est marrant parce que moi, ma belle-sœur, truc. Tu sens que. Et c'est peut-être pour compenser un lien social qu'il n'y a plus. C'est vrai, il y a un besoin surtout il y a un besoin d'exprimer une souffrance. Ouais, C'est ce que je vois moi chez les gens que j'interviewe, c'est que très souvent, par exemple, tiens, un cas concret. Hier, je fais un micro-trottoir sur Aya Nakamura ok. pour demander ce qu'ils en pensent, etc. Et il y a un mec qui me dit non, mais en fait, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est dire que je souffre. Il m'a dit comme ça, hein. Oh. Il m'a dit moi, ce que je veux dire, c'est qu'en France, on galère aujourd'hui. Tu vois. Et ça, je le ressens en Ouais. réalité, parce que tous mes sujets tournent autour d'une chose, c'est que la France s'effondre. Bien sûr. Et les Français le ressentent. Et ça a un impact colossal sur leur psychologie. Et en fait, la plupart d'entre nous, on est un peu stressés, déprimés, etc. Parce qu'on voit bien qu'on n'a plus la main sur notre pays. On va aux urgences, on attend 8 heures. Tu t'appelles la police, tu sais très bien que tu as une chance sur 10 pour qu'ils viennent. Ouais. Tu te fais agresser, tu sais très bien que tu vas aller au commissariat, tu vas poser une plainte, tu vas perdre ton après-midi pour rien. Ouais.
Si tu as un problème, la justice sait très bien ça va mettre des années, que ça va te coûter très cher, que ça va mener nulle part, que la personne va peut-être même pas être Mm. punie. Tout ça, ça joue en fait de savoir que tu es dans une société où finalement tout dysfonctionne. Ouais. Comment ne Et, pas être nihiliste? et donc on se recroqueville, on est en soi, et puis on est dans son quotidien qui est pas, pour beaucoup d'entre nous, pas super évident, parce qu'on a aussi une perspective économique qui est pas ouf. Et donc, tout ça, les gens le vivent. Et moi, quand je vais les voir, c'est cet échange-là qu'on a, en fait. Ouais. C'est ça que je traduis dans mes vidéos, je pense, et même France Saccagé ou mes micro-trottoirs, et que ça, quel que soit le sujet que j'aborde, les gens me disent, mais en fait, le problème, c'est que, par exemple, sur Aya Nakamura, un jeune homme me dit un truc très vrai. Il me dit, mais en fait, ça, c'est un détail dans un tout. Le problème, c'est le tout. C'est que ça, c'est une goutte supplémentaire dans un verre de trucs qu'on nous fait avaler et qui est Mm. super amer. Et, et c'est ça que... C'est vrai qu'il faut arriver à voir justement ce verre, le bigger picture, comme on dit en anglais, de pourquoi les gens, pourquoi il y a une levée de bouclier sur la Nakamura, parce que c'est la goutte d'irrespect Bah oui. envers la France de trop, quoi. Mais ça a commencé peut-être avec les retraites, peut-être avec les Gilets jaunes, peut-être bien avant, le traité de Maastricht, bref. On peut remonter à assez longtemps. Je reviens juste sur... La fin de De Gaulle, en fait. comment? C'est la fin de De Oui, Gaulle. la fin de De Gaulle, Après De oui. Gaulle, quand De Gaulle meurt, ça part en Oui, couille. oui, et tournant de la rigueur, Et même pendant De 81. Gaulle, d'ailleurs, le verre est dans le fruit. Oui, 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 oui. Je me permets juste de revenir sur Alain Soral parce que c'est quelque chose qui. Je te parle pas de ça par hasard. Alors évidemment, je pense que ça a eu un impact assez important pour toi, même pour ta visibilité, ta médiatisation, mais surtout parce que c'est un argument qu'on te ressort encore aujourd'hui. Enfin, c'est une Ouais, bien sûr. critique qu'on te fait Soralien, encore etc. aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Soralien, facho, antisémite. Mais pourquoi tu rejoins cette équipe-là et qu'est-ce que tu trouves chez Alain Soral qui te convenait à l'époque? En fait, c'est pas vraiment le personnage d'Alain Soral. Alors, Ouais, évidemment, à l'époque, sur Internet, il n'y avait pas grand monde. oui, Donc, il y avait lui. En fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on peut lui rendre, c'est le fait qu'il a été le premier, euh, je dirais, youtubeur, enfin, mm, personnage qui venait de la télé, qui s'est installé sur YouTube dans un canapé, qui a commencé à parler de politique. C'était l'un ouais, des premiers à le faire. Mélenchon l'a suivi un peu après, il avait créé sa chaîne, mais lui, c'était vraiment le premier à le faire. Et ce qui me plaisait, en réalité, dans l'association, pas Alain Soral en lui-même, mais dans l'association, c'était ce slogan, Gauche du travail, droite des valeurs, que je trouve d'ailleurs toujours très pertinent, qui n'est pas incarné par Soral, mais qui est toujours juste, selon moi, et qui représentait ce que j'avais fait avec Chavez, à savoir un homme politique qui se préoccupe des questions sociales tout en voulant défendre sa patrie et sa nation. Tu mm, vois. bien sûr. Chavez avait toujours sa veste du Venezuela, etc. Ouais, Et ça, c'est précisément cet espace politique n'était occupé par personne en France. Un peu Chevènement, mais justement, Soral arrive au moment où Chevènement part. ouais, Tu vois, c'était ça l'idée. D'ailleurs, lui, Soral lui-même se présentait comme un patriote de gauche. Cet espace-là, c'est ça que je voudrais faire comprendre, c'est que dans les années 2000, il n'y a personne qui dit ça. De dire les positions du FN à l'époque, du moins, étaient plutôt libérales. Tu vois, c'est Le Pen père, même très très libéral, libéral. Jean-Marie Le Pen. Ils ont raison sur les questions d'immigration, de frontières, etc. Mais économiquement, ils n'épousent pas les thèses qui permettraient de défendre Ouais, réellement le les souverainisme. classes populaires, Ouais, le social. ouais, Donc ils étaient sur les questions sociétales, ils étaient plutôt bien, mais sur les questions sociales, ils étaient plutôt faibles. ouais, Et en réalité, bon, Marine Le Pen a fait changer la ligne et économiquement, c'est plutôt rapproché de cette position-là. Mais mm, à l'époque, c'était pas le cas. Et en fait, Égalité et Réconciliation faisait un travail je dirais, métapolitique pour faire comprendre ça. Et moi, c'est ça qui m'a plu. C'est cette idée qu'on peut à la fois être critique de l'immigration tout en étant de gauche en réalité, et socialement. oui, Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de dire on va renverser la pyramide, on va se préoccuper des classes sociales, on va essayer d'analyser l'impact de l'Union européenne sur les classes populaires. On va essayer de comprendre ce qui nous arrive en fait d'un point de vue économico-social, mais en même temps, on va comprendre que bah ouais, l'immigration, c'est pas forcément cool, ouais, que les frontières, c'est utile. Et en fait, c'est précisément cette synthèse-là qui n'était pas faite et que Égalité et Réconciliation étaient les seuls à faire. Donc, en fait, il me paraissait assez naturel de les rejoindre. Mais tu vois, je ne les ai pas rejoints parce que Soral parlait des Juifs ou je ne sais quoi. ouais, En réalité, ça, c'est quelque chose que les opposants ce qu'on appelle le complotisme n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'en fait, tu peux très bien être dans une structure sans adhérer à tout. Et le truc, c'est que tu peux aussi suivre un personnage, par exemple en l'occurrence Soral. Moi j'ai travaillé, ok, donc d'accord, je vais pas le nier puisque c'est visible sur internet, j'ai travaillé avec Soral, j'ai fait des reportages, c'est là que j'ai commencé mes reportages. Mais on va me dire oui, mais par ailleurs il dit des trucs de ouf.
Tu vois, il va te sortir il va te sortir des Que le trucs. Covid, c'est les Juifs, non, il y Que avait plein le, de trucs comme que, ça. que le, ouais, que le, co- Complot. ouais, bah, le Covid, évidemment, il parlait de la liste de Schindler pour le Oui, Covid, hein. oui, C'est-à-dire qu'en fait, il disait, oui, le Covid, en gros, c'est la faute des Juifs. Il le Mm. disait, ça, hein. Mm. L'incendie de Notre-Dame, c'est les Juifs. Enfin, en gros, à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est les Ouais. Juifs. Ouais, c'est vrai que c'est chelou que j'ai été là-dedans. Même moi, maintenant encore, je me pose la question. Tu vois, je me dis putain, c'est vrai que pourquoi quoi, tu vois. Mm. Et en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que le cerveau est capable d'oblitérer certains aspects d'une question. C'est-à-dire que tu vas suivre quelqu'un parce qu'il dit des choses qui à toi te touchent très fortement. En l'occurrence, moi, c'est ce que je viens d'expliquer sur la gauche, C'est du travail, droit des valeurs. Et en même temps, bah, quand il va dire des trucs de ouf, tu vas dire ouais, bon, bah, c'est pas ça le plus important en vrai. Ouais, bien sûr. Ce qui compte, c'est ce qui moi m'intéresse, tu vois. Tu prends, en fait, tu fais ton Et marché. puis, je le rappelle, tu l'as dit, je le rappelle, c'est pas du tout pour excuser ou quoi, mais c'est que l'offre politique à cette époque-là, qui plus est sur Internet, est très limitée. Mmh. C'est-à-dire Bien sûr. que tu as beaucoup moins. Aujourd'hui, ce serait un peu plus condamnable, entre guillemets, parce qu'il y a quand même une pléthore de personnes qui représentent pléthore de pensées politiques, donc C'est ça. on peut s'y retrouver. À l'époque, c'est pas le cas. Là, on est sur la naissance pratiquement du moins la démocratisation d'Internet. YouTube arrive, je sais pas, vers 2005. Facebook, c'est 2008, 2009, quelque chose comme ça. On est vraiment sur la. Là, ça émerge, quoi. Mmh. Ça émerge et il arrive à ce moment-là, en fait. Donc, et c'est le seul. Il y avait Asselineau aussi, il faut dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Asselineau, même, je crois qu'il était avant Soral, il me semble. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais, Asselineau faisait des conférences depuis un moment. Mais enfin voilà, ils étaient 2 ou 3, quoi, en gros. Alors que maintenant, tu veux t'intéresser à la politique, tu peux l'aborder par 100 angles différents, Oui, c'est 100 ça. personnes différentes qui vont t'expliquer les trucs. Donc voilà, mais c'est ça le truc, c'est que le processus sectaire, parce que pour moi c'est vraiment un processus sectaire, c'est quand tu suis un individu comme ça, que Ouais. tu te mouilles à fond, etc. En fait, par exemple, ceux qui suivent, j'en sais rien, tu sais, les mecs qui croient que les Elohim vont arriver sur Terre, là, qui préparent une ambassade, c'est, comment il s'appelle le mec là, super connu? Raël? Raël, ouais. Ouais. Bah en fait, le mec qui s'approche de Raël, tu vois, il ne croit pas dans tout ce que dit Raël forcément immédiatement, tu vois, il va pas croire que, je sais rien, Soucoupe que, volante ou je sais pas tu quoi. vois, il adhère à Raël en fait à l'intelligence de d'abord présenter des idées qui sont plutôt convenues, tu vois, de Mhm. dire bah, attends, et moi je suis pour la liberté, en fait je suis plutôt un baba cool en vrai, et t'as des gens qui y vont parce que c'est ça qui les intéresse, je sais pas, de se promener à poil dans des parcs machin où ils sont Pourquoi que pas, entre eux, et puis ensuite petit à petit ils vont bon ben avaler de plus en plus de trucs, tu vois, mais C'est le cas de le dire. c'est un processus qui est progressif, tu Oui. vois, et qui n'est pas total. C'est-à-dire que tu peux très bien être raélien sans adhérer à la totalité de la doctrine de Raël, tu vois. Tu regrettes d'avoir fait partie de Égalité et Réconciliation, sincèrement? Non, je regrette rien de ce que j'ai fait. Ok. J'ai pas de regrets. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour certaines raisons. Il y a une inertie dans mon parcours. Ouais. Ce qui est important, c'est que je me suis rendu compte, j'ai eu un recul sur ce que j'ai fait et je peux critiquer ce que j'ai fait. Tu vois, je peux dire, là, j'ai fait une erreur, mais c'est pas pour autant que je vais regretter mon erreur. Il fallait que je la fasse pour que je comprenne que c'était une erreur. Tu comprends? Quand est-ce que tu prends conscience qu'il faut que tu partes? Alors moi, j'ai la date, mais toi, est-ce qu'il y a un événement particulier qui te fait dire, ouh là, c'est plus moi? Je me souviens d'une soirée, je l'ai raconté plusieurs fois, une soirée en fait, je crois que c'était un anniversaire de Soral d'ailleurs, où il avait réuni des gens, etc. Et là en fait, on s'était assis à une table et il parlait de la Lune. Il était en bout de table comme ça, il commençait à enchaîner. J'avais jamais entendu parler des voyages lunaires. Et là, il se met à parler de la Lune. Et moi, le truc, c'est que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. je me suis passionné par ça quand j'étais gamin, quand j'étais ado, etc. Les voyages lunaires, Apollo, ça m'a toujours fasciné. Et du coup, je m'y connais un peu, tu vois. Je suis pas un spécialiste du tout, mais ça m'avait passionné, donc j'avais lu des trucs dessus. Et là, il commence à parler de la Lune. Et bon, bah, je comprends que en gros, pour lui, tout ça, c'est du fake, tu vois. Et qui je l'écoute, tu sais, et puis Soral, il est en boucle, tu vois, donc pendant 1 heure, nanana, nanana. Puis à un moment donné, puis à un moment donné, il remet en question l'idée que la Lune est sphérique. Je jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Parce qu'on pourrait dire que je mitonne. Mais il allait jusque-là. Et moi, je dis, mais attends. Et même, je me souviens lui avoir dit, mais non, la Lune, on la voit tourner un tout petit peu. C'est la précession lunaire. En fait, c'est comme ça qu'on sait depuis l'Antiquité que la Lune est sphérique. C'est que, en fait, elle présente pas toujours la même face. Ouais. Tu vois, elle bouge un tout petit peu. Et donc, je lui dis, mais non, il y a la précession lunaire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il connaissait pas. Et ensuite, je dis, mais il y a les sondes qui sont allées voir les planètes. Les planètes aussi, les planètes sont sphériques. Il y a des sondes qui y sont allées. Voyager 1, Voyager 2, machin. Il dit, ouais, mais il me fait cette réponse, il me dit, mais attends, t'as déjà vu des photos des planètes, toi? C'est des images de synthèse, c'est des images d'artistes. Ouais. Donc en fait, il sous-entendait que les planètes aussi étaient peut-être plates, tu vois. Donc là, je me dis, ouais, alors on a un niveau quand même, c'est chaud, hein.
Là, ça a touché l'enfant Vincent. Là, ça a touché l'enfant Vincent, là. Ouais. Et je me suis dit, ouais, ok, d'accord, là, c'est un peu chaud. Donc, je suis sorti de là en me disant, ok, le mec est quand même ouf. Mm. Mais ça, c'est un aspect, tu vois. Oui. Ça, c'est un aspect, mais le truc, c'est que je me suis surtout, à un moment donné, rendu compte que ben, les valeurs qu'il portait au quotidien, d'un point de vue interpersonnel, ne correspondaient pas à ce que moi, j'avais envie de défendre, tu vois. Ouais. En gros, quand un mec en privé est absolument ordurier avec les autres, qui va faire des coups de pute, tu vois, qui va se réjouir du mal qu'il va faire aux autres, type les mails envoyés à l'IB. Moi, j'étais là Oui, quand il oui. est revenu, il en Sur jouissait, son tu vois. fils mort. T'inquiète, gros, Dieu, j'ai même, tu vois, gros, j'ai même pas besoin de te punir, Dieu t'a puni pour moi, quoi. Ouais. Et c'est pas fini. Hmm. Quand un mec dit ça à un homme qui vient de perdre son enfant de 5 ans, bah, c'est compliqué quand même. Moi, je l'ai vu Ouais. revenir. C'était à cette époque-là, j'étais dans le bunker, ce qu'on appelait le bunker. Il en jouissait, quoi, tu vois. Et je me suis dit, mais attends. Là, il y avait vraiment, enfin, je faisais face à un problème moral, quoi, tu vois. Je me Ouais. disais, mais attends, je suis là censé me battre pour le bien, pour la France, et en fait, je suis quelqu'un qui est capable de faire ça. C'est chaud. Hmm. Donc il y a tout ça. Je dis pas que j'ai pas. Évidemment, on pourrait me dire, oui, mais quand il a fait ça, tu aurais dû partir tout de suite. Ouais. Trop facile. T'es dedans, t'as mis le doigt dedans, t'as le bras, t'as posé ta gueule sur Internet, t'es Ouais. là, Ben moi, j'ai essayé de gérer comme j'ai pu, en fait, tu vois, en essayant de me barrer en crabe. Ouais. Parce que t'es dedans, c'est compliqué. Puis tu sais que Soral aussi, lui, il va te clasher publiquement, ça va être sale. D'ailleurs, ça l'a été, je me suis pas trompé, tu vois. Ouais. Donc, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, Ouais. avec les moyens que j'avais, qui n'étaient pas énormes. Il faut savoir que je suis venu à Paris, j'étais tout seul, j'ai pas de famille à Paris, je dépendais financièrement de Soral à l'époque, j'étais dedans, quoi, et voilà, j'ai géré comme j'ai pu, j'ai été aidé. Je remercierai jamais assez ceux qui m'ont aidé, mais c'était compliqué, mais j'en suis sorti, et maintenant j'en fais la critique, et je pense que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas que j'y sois allé, au fond c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Bien sûr. Parce que du coup, c'était ma prochaine question. Tu vas créer en 2018 ou 2019, je crois que c'est 2018, tu crées le Média pour tous. Ouais, c'est ça. Que- Alors, est-ce que tu crées ça par besoin de compenser ce que tu faisais pour Soral ou tu as vraiment une attente pour ce Média pour tous? Qu'est-ce que tu voulais faire à travers Bah, ce projet-là? En réalité, je me suis rendu compte donc chez Soral que j'étais bon pour faire des interviews, des reportages. Chose qui n'était, j'en avais pas vraiment conscience avant. Tu vois, j'avais jamais fait de reportage avant d'être chez Soral. Je savais que j'avais une bonne communication avec les gens par ma thèse de doctorat, etc. Je savais que j'arrivais bien à parler aux gens. Mais là, j'ai vraiment eu l'application pratique. Je pouvais faire quelque chose sur YouTube. Et c'est vrai qu'on me disait même quand j'étais à l'intérieur de R. Je vais parler de lui parce que bon, c'est Hervé Rissen une fois qui m'a dit, tu connais Hervé Rissen? Ouais. Une fois qu'il m'a dit, il était venu au bunker, il avait dit, comme ça devant tout le monde d'ailleurs, je crois même qu'il y avait Soral, il avait dit, Vincent, toi t'es le seul, si tu sors d'ici, t'es le seul à pouvoir t'en sortir tout seul. Tu vois, si tu sors de R, t'es le seul à pouvoir t'en sortir tout seul. Ça m'avait marqué ça, cette phrase, elle est restée dans ma tête, tu vois. Et en fait, quand on clash avec Soral, parce qu'en réalité c'était un clash souterrain, il a fait passer ça pour un truc, non mais Vincent nous quitte et que ça, en fait, c'était un vrai clash au fond. Et ben je me dis, oui, en fait, je peux faire quelque chose tout seul, on va bien voir. Jetons-nous à l'eau. Donc je dis, ok, ben maintenant je suis tout seul, si vous voulez me financer, c'est là, soutenez-moi. Et en fait, ça a marché. Dès le début, ça marche le Média pour Ouais, tous? ça marche tout de suite. Tout de Ok. suite, les gens qui me suivaient m'ont suivi sur le Média pour tous. Après, j'ai pris des positions. Donc après, tout de suite, il y a eu les gilets jaunes. J'ai eu de la chance aussi. Ce que j'allais dire, ouais. Il y a eu les gilets jaunes Ouais. et donc en fait ma chaîne explose, ma chaîne que je venais de créer explose à ce moment-là. Ma première chaîne s'est faite censurer par Soral pour des raisons de droit d'auteur parce que dans mon clip de début, c'est de mon teaser, dans mon truc de début là, il y avait des images de reportages que j'avais fait sur sa chaîne, donc il a utilisé ça pour faire sauter ma chaîne dans un premier temps, mais ensuite j'ai recréé donc une deuxième chaîne et là ça a explosé tout de suite parce que c'est au moment des gilets jaunes, Ouais. septembre 2018. Et donc je m'en sors en fait. Je m'en sors, j'arrive à me payer, j'arrive à payer mon monteur, mon cadreur, mon truc, mon machin. Et j'arrive à faire quelque chose Mais alors, immédiatement. du coup, ça fait la transition avec la deuxième partie sur le métier en tant que tel de journaliste que tu expérimentes depuis bientôt 10 ans. Est-ce que tu considérerais que c'est dangereux d'être journaliste en France aujourd'hui? Oui. Oui, aujourd'hui c'est dangereux d'être journaliste. Clairement, moi quand je suis sur le terrain, je vais te dire, moi je porte un gilet pare-balles maintenant sur le terrain. Carrément. Ouais, j'ai un gilet pare-balles. J'ai un gilet pare-balles, ouais. Sur mes micro-trottoirs et tout, en fait. Bon, parfois j'oublie de le mettre, mais ouais, maintenant depuis un mois j'ai un gilet pare-balles. Bah, Qui te fait le plus peur? en fait, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le ouf qui aura vu sur Wikipédia que je suis un facho d'extrême droite
et qui va vouloir me mettre un coup de couteau pour ça. En fait, pour être plus précis encore, les antifas tout seuls ne me font pas peur. Quand ils sont en nombre, ils me courent après. Ça m'est arrivé quelques fois. Tu sais, je mangeais une pizza avec des potes, t'as 30 antifas qui arrivent pour me courir après. Moi, je suis obligé d'aller me planquer dans un truc. Ça m'est arrivé. Mais c'est pas ça le plus récurrent. Ce que j'ai eu beaucoup ces derniers temps, c'est des menaces, figure-toi, d'islamistes. J'ai fait un reportage. Pourtant, tu vois, moi, je prends pas des positions super extrêmes sur l'islam, etc. Tu vois, il y a des gens à droite qui le font beaucoup plus, et des gens, d'ailleurs, des apostats de l'islam qui sont extrêmement courageux et qui, franchement, alors, je pense par exemple à Jacques Le Fou, etc. C'est vraiment, je les respecte énormément parce que c'est extrêmement courageux ce qu'ils font. Mais moi, j'ai juste fait un reportage un jour sur l'abaya, un micro-trottoir. Je demandais aux gens, ouais, l'abaya, vous en pensez quoi? Et à un moment donné, il y a un gars qui me dit, et toi, t'en penses quoi? Et moi, par honnêteté, vu que moi j'ai interviewé les gens là-dessus, j'estime que quand on me pose la question, je dois y Bien répondre. sûr. Et je lui dis, bah moi je suis contre, je pense que c'est un vêtement religieux, clairement. Et de toute façon, moi je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Et ben je peux. Cette simple phrase m'a valu des dizaines de menaces de mort. Vache. Des mecs qui m'ont dit, on sait où t'habites, on va te choper, etc. Des menaces de mort, claires et nettes. Donc à partir de là, je me dis, ouais, ok, c'est compliqué. Imagine, je tombe sur un musulman un peu ouf qui considère que je suis un islamophobe, etc. Ouais. Tu sais pas jusqu'où ça peut aller, quoi. Ouais. D'ailleurs, comment t'expliques que ce danger-là, parce que du coup, moi j'ai aussi eu l'occasion de me faire attraper par des antifas, j'ai essayé de regarder, il n'y a pas de journaliste à gauche aujourd'hui qui soit menacé de mort. En tout cas, c'est assez rare et physiquement, ça n'est Non, bien quasiment sûr, jamais non, bien arrivé. sûr. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques qu'il n'y ait qu'un bord politique qui doivent porter des gilets pare-balles, qui doivent avoir peur quand ils marchent dans la rue, peur d'aller dans certains bars, peur de... Comment t'expliques ça? Parce que nous sommes à contresens sur la question de l'immigration. En fait, l'axe central, la question centrale, c'est l'immigration en réalité. C'est que pendant des décennies, on nous a bassinés avec ça en nous disant que l'immigration c'était très bien, c'est génial, et que si tu disais un truc contre l'immigration, c'est que tu étais raciste. Et le problème, c'est qu'on se rend compte par les faits que non, ça pose des problèmes l'immigration, tu vois. C'est pas du racisme que de le Oui. dire. Et moi, en fait, tout ce que je fais, c'est ça, c'est de dire, mais les gars, en fait, c'est pas du racisme que de dire, putain, faut contrôler nos frontières. C'est même la base, en fait. C'est la base d'un État-nation, c'est un droit régalien, c'est même l'essence de la démocratie que de délimiter cette démocratie. Si tu dis tout le monde rentre chez moi, bah, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus de chez toi. Il n'y a plus de chez toi. Ouais. Il n'y a plus de chez toi et tu n'es plus maître chez toi, puisque tu n'es plus chez toi. Or, la démocratie, c'est quoi? C'est d'être maître chez soi. Ce n'est que ça, la démocratie. C'est de définir un espace où, à l'intérieur, les gens vont pouvoir décider comment ils vont fonctionner. C'est ça, la démocratie. Mais s'il n'y a plus cet espace, s'il n'y a plus ces frontières, et que c'est chez tout le monde, bah donc, en fait, il n'y a plus de démocratie. C'est fini. Donc, C'est sur cette question d'immigration, tu penses ah oui, que la menace se mais fait? oui, c'est l'immigration qui fait que tu bascules facho, pas facho, quoi. Ouais. C'est dès que tu dis non, mais en fait, bah, le truc, c'est que c'est vrai, et je le comprends, à gauche. D'ailleurs, je lisais un bouquin que je recommande, d'ailleurs, c'est un bouquin de Stéphane Zweig, rien à voir, tu vois, un de mes auteurs préférés. Alors, on me dit que je suis d'extrême droite, mais alors, mes références, c'est Tolstoï, Stéphane Zweig, Romain Rolland, c'est les pacifistes, quoi, Ouais. les mecs. Et Stéphane Zweig a écrit un très beau livre sur la pitié. Ça s'appelle La pitié dangereuse. Et en fait, il explique dans ce roman que la pitié est un sentiment qui, s'il n'est pas maîtrisé, peut t'anéantir toi-même. Et je transpose ça avec ce que pense la gauche. La gauche pense qu'il faut accueillir, il faut tendre la main à l'autre, parce que sinon, t'es un méchant, tu vois. Donc. Et c'est vrai que c'est beau de tendre la main à l'autre. Ah, bien C'est sûr. vrai que c'est C'est beau très chrétien. d'aider son prochain, tu vois. Ces gens qui viennent d'Afrique, qui galèrent, etc. Et leur tendre la main, leur dire, ben, venez chez nous, on va essayer de trouver quelque chose pour vous, etc. Tout ça, c'est des sentiments que je peux comprendre et que je peux même ressentir, figure-toi, au plus profond de moi. Mais le truc, c'est que ça, dans les proportions actuelles, mais c'est intenable. C'est intenable. Moi, c'est ce que je dis aux gauchistes. Je dis, mais les gars, combien en fait? Vous en voulez combien? La Terre entière? 6 milliards de personnes en France? C'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Les maisons, l'accueil de ces gens ne peut pas popper comme ça Bien sûr. magiquement, tu vois. Ça n'est pas tenable, ça n'existe pas. C'est dans votre tête, ça, c'est le monde des bisounours. C'est un fantasme. Mais c'est une transposition d'un ressenti personnel qu'on peut tous avoir, la pitié, à une nation, et c'est délétère, quoi, parce que C'est du coup... complètement délétère. Ah oui. Et le problème, c'est que dire non, dire stop, dire à partir de maintenant, on ne peut plus accueillir personne, on ferme les portes, ça, c'est considéré comme quelque chose de mal dans l'inconscient collectif français qui est globalement, pour moi, hein, de gauche. Mm.
On a tous un peu ça quoi, en nous, tu vois. On a Mm. tous grandi dans l'école de la République, on a tous appris que ouais, L'université, une voilà, richesse, tu vois, on a tous un peu ça bien en sûr. nous, on a tous grandi là-dedans, dans ce bain-là. Et en fait, moi je dis, bah non, dire non parfois, c'est une mesure salutaire. Moi je Oui, te dis, parce que moi, à mon échelle individuelle, strictement individuelle, j'ai du mal à dire non aux gens. Quand on me demande un service, j'ai du mal à dire non. j'espère que t'es pas sur cette chaîne à cause de ça. Non, mais Euh, tu vois, tu oui, comprends. oui, je vois, J'ai ouais. j'ai du mal, moi, quand on me demande un service et que ça, à dire non, mais non, en fait, tu sais quoi, j'ai pas le temps. Ouais. Ouais. Ça me coûte de. Alors, je Mm. me force maintenant, avec l'âge, de plus en plus, je me force à le dire, tu vois. Mais c'est salutaire, en fait, de dire non. Ça te préserve. Tu peux mourir de ne pas dire non. Bien sûr. De dire oui à tout. Bah, t'es ballotté dans tous les sens. Tu n'es plus maître de toi. Tu dépends des autres. Donc, à un moment donné, il faut comprendre les problématiques qui sont en jeu. Et la problématique, c'est la France risque de disparaître si on ne dit pas non. L'enjeu, il est là, hein. Mais qu'est-ce qui te pousse, toi, à prendre autant de risques? Parce que t'es pas un homme politique, tu dois rien à personne. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui te... Parce que moi, en fait, ce sentiment-là, je l'ai connu, le fait d'avoir peur quand tu sors dans la rue. Toi, tu vas en micro-trottoir dans des endroits où tu sais que tu vas être emmerdé parce que des gens ne sont pas ouverts à toi. Qu'est- C'est quoi? C'est le goût du risque? C'est le besoin de vérité? C'est le besoin de parler aux gens et de crever l'abcès. De dire, ok les gars, il y a un problème, on va en parler. Tu vois, d'aller voir les mecs, les racailles en bas des banlieues, et de leur dire, ok les gars, c'est quoi le truc? Hmm. Donc vous dealez, comment ça se passe? Vas-y, on en discute. Vraiment, ça c'est là où je me sens le plus heureux, quoi. Ouais. C'est quand je crève l'abcès. Quand je dis, il y a un problème dans la société française, il y a un manque de dialogue, il y a des incompréhensions qui peuvent mener très loin, très très loin. Et moi, j'ai envie de faire en sorte qu'on se parle. Que les gens se parlent, que les gens dialoguent, que les gens donnent leur avis sur des sujets qui sont, sur lesquels il y a un clivage énorme en France. Et moi, je trouve que ça, c'est extrêmement utile et bénéfique pour tout le monde. Pour tout le monde. Ok. Et c'est ça qui me motive. Après, il y a aussi le goût de l'aventure, le fait que, ben, par exemple, aller à Mayotte, dans un bidonville ultra dangereux, ben, moi, ça me branche, quoi. Tu vois, je Ouais. me sens vivre. Je me sens vivre quand je fais ça. Et Même si tu risques ta vie. même si je risque ma vie, Parce et que à d'autant plus. Mayotte, Mais je l'ai fait pendant ma thèse de doctorat, j'ai fait la même chose à ouais. Caracas. Je te dis, j'ai perdu 10 ou 15 kilos. Parce que après 17 heures, à Caracas en 2010, j'étais dans un quartier ultra dangereux. Et d'ailleurs, parfois, il m'arrivait de courir parce que je me faisais poursuivre par des mecs. Enfin, c'était assez fou, quoi. Et bah, ouais, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Oui, j'aime ça. Ok. Non, mais c'est tout à ton honneur, hein. Est-ce que tu pourrais me citer la rencontre la plus marquante que tu as fait ces 10 dernières années dans des micro-trottoirs? Pascal, Pascal. le SDF de la place de Clichy. Pourquoi? Parce que donc c'est quelqu'un qui a fait le choix de, face à tout ce qui se passe en France, de s'asseoir et de dire moi j'arrête de jouer le jeu. Je m'assois, je vous regarde bouger quoi. Ok. Je vous regarde mouliner, tu sais, dans la roue avec les. Et donc il s'est assis, il s'est mis à lire. Du coup, j'ai fait une interview de lui qui a très bien fonctionné, Ouais, Pascal. ouais. Et je vais le voir souvent, figure-toi. J'ai D'accord. l'impression d'aller voir le vieux sage. Ouais. Maître Chifou. Mais j'y vais même sans la caméra, hein. J'y vais, je vais le voir, je m'assois, je parle avec lui, je reste 1 heure avec lui et je parle avec les gens qui viennent le voir. Il est maintenant assez connu. Et donc les gens viennent le voir, lui passent des bouquins et tout. C'est vraiment. Et Pascal, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à voir et à discuter avec lui, quoi. Qu'est-ce qui t'avait touché chez ce mec? C'est ce que je te dis, sa démarche, l'idée que lui, il a fait un choix radical, qui est de sortir du système complètement, de dire moi j'arrête de bosser, j'arrête de tout, je m'assois et voilà. Il m'en dit même pas en vrai, hein. Il pose Ouais. juste son truc et jamais il va interpeller les gens ni rien. Et par contre, il lit, il s'instruit sur la société, sur la France, surtout. Il lit des romans. À chaque fois, je lui demande ce qu'il lit, etc. Non, c'est une de mes plus belles rencontres dans mes reportages, Pascal, ouais. Et globalement, tous les gens qui sont vraiment dans une grande précarité, style Jeff aussi. Mhm. Jeff qui s'en est sorti parce qu'il a. Jeff, c'est un autre SDF de la rue des Martyrs. Et grâce à une interview que j'ai faite de lui, il a été retrouvé par sa famille. Et maintenant, il est bien, quoi. Il est dans une petite chambre à Paris, etc. Ça, c'est ma vraie récompense. Tu vois. Ça, c'est ma vraie récompense. Ça me nourrit. Le fait que je fasse des choses utiles.
savoir que Jeff maintenant n'est pas dans le froid, peut manger chaque jour, ça me va. J'aurais servi à quelque chose. Je pensais en te posant la question que tu allais me parler des Gilets jaunes, parce que comme tu l'as dit, tu as couvert les Gilets jaunes, je crois que d'ailleurs tu as été l'un des premiers Ouais. à le faire. Ça a été une période qui était pour la France, mais pour toi plus particulièrement éminemment houleuse, on y reviendra, parce que tu t'es fait Ouais. agresser physiquement. Est-ce que tu peux me raconter, parce qu'on a tous vécu les Gilets jaunes différemment, mais est-ce que tu peux me raconter comment toi tu les as vécus ces Gilets jaunes? C'était quoi le sentiment des premiers actes, hein, pas les actes où les Black Blocs ont remplacé tout ça et terminé le mouvement, mais la première ferveur, comment tu l'as ressenti? Acte 1, sur les Champs-Élysées, j'y vais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et là, je me rends compte que c'est un truc spontané, quoi. Des gens, ça aurait pu être mes parents, ça aurait pu être mes oncles, mes tantes, hommes, femmes, qui cassent complètement le clivage gauche-droite. Ils parlaient plus de gauche et de droite. D'ailleurs, quand je leur disais, mais vous êtes de gauche, de droite, on s'en fout. Ouais. On veut pas savoir. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est nos droits. C'est qu'on récupère nos droits, c'est du pouvoir d'achat, etc. Et je les vois. Donc au début, ils étaient amassés en haut des Champs-Élysées. Et je les vois casser au début, il n'y avait pas beaucoup de CRS. Donc c'était assez facile de rentrer sur les champs. Et puis à un moment donné, on est sur une place assez connue des champs, là je me souviens plus de son nom, avec le nom d'un président américain. Et ils disent, on va où? On va vers l'Assemblée nationale ou vers l'Élysée? T'imagines quand même? Ouais. Acte 1 des Gilets. La question c'était est-ce qu'on va vers l'Élysée ou vers l'Assemblée nationale? Il y en avait certains qui voulaient aller vers l'Assemblée nationale, d'autres vers les Champs-Élysées. Et là je me suis dit, putain, il y a un truc quand même. T'as donc ils étaient peut-être quelques milliers, ils n'étaient pas très très nombreux pour l'acte 1 sur les Champs-Élysées. Mais là, tu as un groupe de Français, des classes populaires, qui te disent on va aller sur les Champs-Élysées, quoi. Sur l'Élysée, sur le palais de l'Élysée. C'est quand même. J'ai eu le sentiment de vivre un moment d'histoire. Ensuite, acte 2, 3, 4, tu vois que ça prend vraiment forme. Acte 4, tu vois que Macron a 2 hélicoptères à l'Élysée, qu'il se prépare à quitter l'Élysée en cas de problème. Et puis tu vois que sur les champs, ça pète dans tous les sens. T'as un contexte de quasi-guerre civile. Et là, je me suis dit, à un moment donné, je m'en souviens très bien, j'ai eu cette réflexion, je me dis, putain, mais en fait, une révolution, ça ressemble à ça, en fait. La révolution, ça ressemble à ça. Oui. C'est des mecs énervés qui font tout péter, il n'y a plus de barrière, quoi, il n'y a plus rien. Et qui vont marcher sur le palais présidentiel. C'était quoi la teneur des discours dans les manifestations? Le RIC a tout de suite pris le pas, très vite, au bout de quelques actes, il réclamait plus de démocratie. Les tout premiers actes, c'était vraiment axé sur le pouvoir d'achat. Si on en a marre, là, on nous étrangle, on peut plus vivre. C'était ça, et ça s'est ensuite politisé dans le sens d'Étienne Chouard, tu te souviens, avec le RIC. Mais l'idée, c'était, il n'y a plus de gauche, plus de droite. Vraiment, le truc central des Gilets jaunes, si je devais le résumer en une phrase, c'est le moment où on a dépassé le clivage gauche-droite. On y est revenu ensuite, parce que les Gilets jaunes ont ensuite été récupérés par des partis. Moi, j'ai vu le jour, je me souviens très bien, c'était à Bercy, où on a vu une banderole avec, c'était le parti, le NPA. La première banderole politique que j'ai vue, c'était celle du NPA. C'est quoi la réaction des Gilets jaunes à ce moment-là? Et ben à ce moment-là, ils se sont fait, donc le cortège est parti, les gens disaient rien, ils disaient ouais c'est bizarre, pourquoi il y a un truc de parti politique? Je leur posais la question, je crois que c'était acte 8, un truc comme ça. Ils me disaient ouais c'est bizarre, on n'est pas politisé, enfin on veut pas du tout de récupération politique. Bon, ils ont laissé faire, et puis sur le parcours ils se sont fait attaquer. Le NPA? Le NPA s'est fait attaquer par des gilets jaunes qui étaient... peut-être même que c'était des... comment ils s'appellent là? Des zouaves. Ah oui, je vois. Peut-être même que c'était des zouaves. Ouais, c'est possible, ouais. Tu vois, qui ont attaqué les mecs qui étaient du NPA, ouais. Possible, ouais. Ouais, donc du coup, en fait, t'as pas senti de résistance à cette récupération? Non. Ok. Non, ils n'ont pas résisté. Ok, ouais. Parce qu'en vrai, les gilets jaunes, il me semble, la base des gilets jaunes, c'était pas des gens ultra politisés. Hein. Ouais. Je parle de politique politicienne. C'était pas des gens qui se situaient politiquement réellement, voire même peut-être qu'ils ne votaient pas pour la majorité d'entre eux. C'était des gens énervés parce qu'ils n'arrivaient plus à payer leurs factures, en fait. C'était ça, les gilets jaunes, dans leur essence. Et donc, quand ils ont vu arriver des politiques, on a vu aussi que les têtes des gilets jaunes, tu vois, il y avait Drouet. Bon, encore Drouet, lui, il n'était pas trop dans ses logiques politiciennes, mais il y en a un autre, tu sais, le barbu, là, qui s'était pris un... Oui. Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez, lui, il s'est
fait prendre en photo avec des mecs de la France Insoumise, etc. Ouais. Donc il était, on les a vus commencer à se rapprocher de ces gens qui étaient à gauche, qui étaient là, qui grenouillaient en fait autour de Mm. ces têtes des gilets jaunes. C'est comme ça que le mouvement s'est un peu perverti, hein, Ouais, bien entre sûr. guillemets, par la tête et en même temps dans les cortèges, parce que tout d'un coup on voyait apparaître des trucs du NPA, etc., Ouais. de la France Insoumise. Et qui précéderont, enfin, Et qui le bloc, le bloc, évidemment. et le bloc. Et le truc du bloc, c'est que tu peux avoir un bloc identitaire en vrai. Tu peux avoir un bloc d'extrême droite, entre guillemets, tu vois. Le problème, c'est que les gens qui sont motivés et qui sont formés pour les stratégies de bloc sont essentiellement des gens qui viennent de la gauche. Moi, je sais, j'ai des gars que je connaissais qui étaient proches de moi qui étaient dans les blocs. Et si tu veux, le truc, c'est que tu t'habilles en noir, tu fais partie du bloc, du Black Bloc. Ouais. Et après, tu suis la stratégie mise en place qui est une stratégie prédéfinie d'attaque des forces de l'ordre, etc. Ils ont des stratégies, les mecs, c'est pensé en fait. Mm. Mais quand tu es dans le bloc, tu suis le mouvement. Et si le mouvement est majoritairement composé de gens de gauche, bon ben globalement, ils vont plutôt défendre, ils vont plutôt attaquer les fachos dans les manifs, etc. Moi, je me suis fait attaquer par des Black Blocs, tu vois, D'accord. parce que le bloc en lui-même était composé essentiellement de gens de gauche. Mais d'ailleurs, il y avait des gars qui venaient me voir et me disaient putain, j'étais dans le bloc et en fait ils ont décidé de t'attaquer, et j'en suis sorti, tu vois. Donc t'as des dynamiques à l'intérieur du bloc ce serait intéressant d'ailleurs d'étudier ça. Mais effectivement, les Black Blocs qui étaient dans les manifs des Gilets jaunes étaient essentiellement des gens d'extrême gauche. Ouais. Et donc par exemple, ça a conduit à ce que moi je me fasse attaquer. Un autre qui s'est fait attaquer, c'est Jimmy Léopold. Oui. Lui, il s'est fait aussi tabasser 2 ou 3 fois dans les manifs, tu vois, mais fort, avec coup de barre de fer et compagnie. Moi, je me suis fait agresser plusieurs fois aussi. Enfin, donc c'est là qu'on a vu. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai vu que le mouvement était récupéré. C'était perdu. Et à partir de là, c'est perdu. Ouais. Parce que quand tu as des slogans de gauche qui arrivent, des trucs machin, forcément, tu perds les gens qui ont plutôt... qui se sentent proches du FN, et il y en avait, tu vois. Donc, Puis ça commence à interdire les drapeaux français, donc là, tu sens que la manif est objectivement finie, quoi. Enfin, les Gilets jaunes, c'est la mort des Gilets jaunes. Exactement. Donc après, il y a eu une mort lente. Oui. Il y a eu une mort lente, ça a perduré parce il y avait quand même un noyau dur de gens très motivés, mais c'était mort. De toute façon, je pense que tout s'est joué à l'acte 4. Ah bon ? Acte 4, il manquait quelques milliers de personnes et une direction. On va à l'Élysée. Tu vois, s'il y avait eu ça, ces deux choses ensemble, il y aurait pu se passer quelque chose de historique. Tu vois, genre, on rentre dans l'Élysée, au moins. Après, on fait quoi dans l'Élysée ? Ça, le truc. C'est que même s'ils avaient pu rentrer, imaginons, ils arrivent à casser le barrage de CRS, les grandes barrières qu'il y a à l'Élysée, ils rentrent à l'Élysée, il se passe quoi ? Ouais. Non, mais surtout, rien en fait. Il a été raconté et rapporté que certains policiers ont même hésité à déposer les armes Possible, devant les Gilets jaunes. Comment tu arrives, vu qu'on sait que tu as une formation théorique assez poussée, assez puissante Non mais c'est vrai, non mais c'est... Je sais pas, faut pas, ouais. Ne surestimons pas le doctorat aussi. Hein. Bah non, mais c'est quand même... oui, c'est le plus haut niveau d'études, mais... toi, au moins, il existe. Comment tu arrives à le mettre de côté dans tes interviews par déontologie, quoi, à ne pas plaquer ce que tu as étudié, plaquer ta pensée politique que tout le monde a et qui est très respectable. Comment tu arrives à te détacher de cette pensée-là pour interviewer des gens dans la rue ? Ou alors, peut-être que tu le fais pas. Peut-être que tu étais conscient que... disons que moi... Quand j'interviewe les gens, effectivement, j'ai toujours en tête les problématiques liées à l'Union européenne, à la souveraineté de la France, à l'intérêt de la France. Oui. Et souvent, quand la discussion arrive sur ces sujets-là, je pose des questions, par exemple, ouais, mais du coup, le Frexit, vous en pensez quoi ? C'est marrant, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas le cœur de mes reportages. Je place pas ça en permanence parce qu'en fait, je suis à l'écoute des gens et que je me sers de leur discours comme matière pour moi rebondir. Je ne suis pas un idéologue qui va aborder le problème en disant je veux placer ma question, je veux placer ce que j'ai à dire. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. J'en ai connu des gens qui arrivent en disant moi je veux placer ma question, je veux aller dans cette direction-là. J'aborde pas du tout les interviews de cette façon-là. Je fais du judo, quoi. Tu vois, je suis avec la personne et c'est sa force à elle qui va me donner la force à moi pour rebondir, pour répondre. Et je vais dans sa direction, en fait. Et je vais aller au bout de cette direction. Je vais aller au bout du chemin. Quitte à ce que tu sois pas du tout d'accord avec les conclusions. Totalement, bien sûr, okay. Absolument. Ouais. Moi, si la personne n'est pas du tout d'accord avec moi, mais parfait. Moi, j'aime ça. J'aime quand les gens en face de moi m'apprennent des choses, en réalité. Tu cherches pas à les piéger ? Pas du tout. Jamais. Et le truc, c'est que on me fait souvent le reproche de choisir les gens que j'interviewe. Je te le dis, c'est faux. Il se trouve que moi, j'officie dans un périmètre qui est assez particulier, puisque c'est donc le 9e arrondissement, frontière avec le 18e. C'est
Pigalle. En gros, moi, je vais à Pigalle. Et à Pigalle, tu as donc le 9e arrondissement, qui est un arrondissement très riche, avec beaucoup de gens dans la musique, dans le monde des arts, etc. Il y a beaucoup de stars de cinéma là-bas. Donc, tu as des gens très de la haute bourgeoisie, et en même temps, tu as le 18e, où là, c'est très populaire. Très populaire, à la fois blanc et en même temps immigré. Donc, en fait, j'estime que j'ai quand même un panel de gens très diversifiés et très intéressants à interviewer. Et en fait, c'est pour ça que je vais là-bas, c'est que j'arrive à avoir des bonnes interviews et que les gens sont différents, entre eux ont des avis différents. Je me suis rendu compte que je suis sur un très bon spot pour faire des micro-trottoirs. Et on me dit, oui, mais comme tu es près de Barbès, du coup, tu interviews des mecs qui viennent du bled, qui savent pas s'exprimer, donc tu te moques d'eux. Ben, en fait, les types, ils sont en France, ils sont là, ils interagissent avec nous, ils sont insérés dans l'économie française. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils pensent quand même des sujets, tu vois. Enfin, les mecs, je sais pas, ils veulent que je fasse un apartheid mental en me disant, bah non, attends, toi, tu viens du bled, non, je t'interviewe pas, à ton avis, non, on veut pas savoir. Mais non, jamais de la vie, on bien veut sûr. Pas voir. Et le pire, c'est que moi, quand je vais voir le mec, mais j'en sais rien, moi, d'où il vient, tu vois. Enfin, si moi, je fais pas d'interview au faciès, tu vois. Je vais voir un type, parfois même, j'avance. Et le gars, je lui tends le micro, je n'ai même pas vu son visage au moment où je lui dis bonjour, tu vois. Donc, c'est un faux procès, mais c'est facile, évidemment. Bien sûr. Pour attaquer mon travail, de dire « Ah, mais tu veux te moquer des gens ?» Bah non, en fait, il y a des gens, quand j'ai l'interview, ils sont drôles. Tu sais, ils sont lunaires, ils sont ailleurs et tout. Bon, bah tant mieux, écoute, qu'on puisse rire un peu dans ce monde de merde, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça, moi, mon réflexe. Dire putain, je suis content, le mec il m'a fait marrer, quoi. C'est pas je sais pas, c'est pas. Non, mais t'as raison, et c'est souvent des procès qu'on fait quand les réponses apportées dans les micro-trottoirs conviennent pas. Tu sais, une fois je suis allé vraiment du coup à Barbès, là où t'as les types qui vendent des cigarettes, et t'as un petit Algérien qui me répond tu sais, dans un français approximatif, machin, ouais mais l'Algérie c'est la dictature et tout, je sais pas quoi. Le mec il est devenu une star en Algérie. D'accord. C'est la vidéo, on m'a dit, elle a explosé sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. J'avais même pas vu, moi, tu vois. Mais l'extrait, il a explosé, il s'est diffusé partout en Algérie. Le mec est devenu une star en Algérie. Bah voilà, moi, ça me fait marrer, tu vois. Enfin, c'est plutôt cool pour lui. Et quand je te dis, quand je vais à Barbès, les types, ils me disent bonjour et tout, ils me saluent parce qu'ils connaissent cet extrait, ils ont vu ce que je fais, tu vois. Du coup, moi, en fait, les plus, si tu veux, médisants à l'égard de mon travail, c'est même pas les gens que j'interviewe, c'est les gauchistes qui calquent leur interprétation sur mon travail, qui disent que... Alors que les types eux-mêmes que j'interviewe, ils sont très contents, en vrai, ils sont très cool avec moi. Donc voilà. Ça me fait penser une anecdote. Lors d'un de mes premiers micro-trottoirs que je fais, j'étais à Saint-Lazare, et on interviewe des gens, je sais plus, je crois que ça devait être sur l'élection américaine. Donc ça remonte il y a 4-5 ans. Et vraiment, de but en blanc, on est en train d'interviewer quelqu'un, et il y a un blédard qui arrive, et on pense qu'il va nous dire « Oh, valeur actuelle, vous êtes des fachos et compagnie ». Il nous fait une déclaration d'amour à la France et il pleure. Non, mais attends. Bref. Je vais passer à la dernière partie de notre entretien, qui est plus une analyse personnelle de comment va le pays aujourd'hui. Tu as déjà abordé cette question-là, mais comment tu comprends l'extrême précarité de notre pays aujourd'hui et comment elle se manifeste à toi? Alors, on a déjà abordé la question, mais comment ça se manifeste à toi dans tes entretiens? Est-ce que c'est quelque chose que les gens te disent directement, spontanément, ou est-ce qu'il faut que tu ailles chercher des indices de malheur dans la vie des gens? Non, ça affleure tout de suite. Ouais. Dès que tu parles aux gens, ça affleure. Ils te disent qu'ils galèrent au bout d'une phrase, quoi. Ouais. Tu parles d'un sujet, le mec il embraye et dit ouais mais enfin c'est la misère pour tout le monde là. Ouais. Non mais je pense que c'est le fruit de décisions politiques qui ont été vraiment contre-productives. Tu vois, moi je suis vraiment sorti du complotisme. J'ai arrêté de penser qu'en fait les mecs ils ont fait exprès pour qu'on soit dans la merde et tout. Tu vois, les types à un moment donné ils ont envie d'être élus quand même. Donc je pense qu'ils ont une idée. Par contre ce que je crois vraiment c'est qu'ils ont une idéologie en tête. Je pense que Macron croit vraiment au fond de lui que l'ultralibéralisme va nous sauver, qu'il en faut plus, qu'il faut vraiment aller dans cette direction, qu'il faut que l'État, quand il gère quelque chose, il le fait mal, et que donc il faut que ce soit les entreprises privées qui le fassent. Tu vois, il y croit à fond, en fait. Il est imprégné, c'est ce que Serge Halimi appelait le grand bond en arrière, c'est l'idée que voilà, le libéralisme va nous sauver et va créer de la richesse, que ça va faire des milliardaires qui vont tirer, qui vont tirer la caravane France. Ben, ce que j'ai envie de dire, c'est ok les gars, pendant combien de temps en fait, combien de temps on doit faire l'expérience avant de se dire qu'on se plante? Parce que là, la situation actuelle est moins bonne que celle d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et non, je parle même pas de l'époque de Gaulle, quoi, où globalement, De Gaulle, c'est typiquement, c'est lui qui a mis en place
c'est pas lui, parce que ça remonte d'avant, mais en gros, qui a vraiment personnifié ça, d'un État français qui n'était ni le socialisme, ni le capitalisme anglo-saxon, qui était un modèle français, Ouais. à la fois social, mais en même temps qui promouvait l'initiative personnelle. Stratège. C'était un État qui investissait. Il disait d'ailleurs très souvent, bah, quand l'État ne se mêle pas de quelque chose, ça ne marche pas. Donc, Mhm. investissement dans le Concorde. Bon, ça n'a pas été une grande réussite, mais c'est quand même Ouais. une belle chose, tu vois, qui a Ouais. été faite. Ariane, le nucléaire, n'en parlons pas. Enfin, tu vois, l'État était présent pour donner les grandes directions. Et ensuite, par ruissellement, là, pour le coup, ça bénéficiait à l'industrie française et donc au peuple français. Et c'est ça qu'on a abandonné, en fait. C'est cette idée d'un État stratège. Et on est passé à un truc où bah, des réformes de l'hôpital où c'est géré comme en entreprise avec des PowerPoint où les mecs. Moi, je vois tous ces gens que j'interviewe me disent tous la même chose. C'est qu'on a perdu la main, en fait. Ouais. On a perdu la main au nom du saint profit, au nom de la gestion, de la rentabilité, etc. Et est-ce que le bénéfice est là? Moi, je ne le vois pas. Est-ce que tu penses que ces décisions politiques qui nous ont amenés là où on est, est-ce que tu penses qu'elles sont irrémédiables? Non, je pense que rien n'est irréversible. Ouais. Je pense qu'on peut reprendre, y compris dans la situation dans laquelle on est, on peut reprendre la main. On peut reprendre le contrôle. À mon avis, on peut, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudrait Il faudrait que les Français se rendent compte, prennent conscience de la situation dans laquelle on est. Prennent conscience que on a perdu, l'État français a perdu le contrôle en termes d'insécurité, en termes de services publics, en termes d'organisation globale, de bureaucratie, de tout en fait. On a perdu le contrôle. Et au bénéfice d'une instance supranationale qui demande en permanence à ce qu'on perde de plus en plus le contrôle et que ça nous mène dans le mur. Et est-ce que tu penses que cette perte de contrôle peut expliquer parfois la réussite de certains discours complotistes en mode il y a un projet quelque part. Bien sûr, bien sûr. C'est pas nous, mais il y a un projet. Bah oui, on est en gros dans la situation de Rome qui s'effondre. Et le truc, c'est que dans une situation comme ça, de crise à tous les niveaux, évidemment, la tentation est grande de se dire que c'est fait exprès. Ouais. On est sur la pente descendante et on se dit, on nous a mis volontairement sur cette pente descendante. Alors, c'est à la fois volontaire et pas volontaire, c'est le fruit de décisions politiques mauvaises. C'est aussi le fruit d'un contexte international où d'autres pays, si nous on baisse, d'autres prennent la main, tu vois. Bien sûr, ouais. Il n'y a pas de raison qu'on soit toujours au sommet, tu vois. Donc évidemment, il y a des pays qui s'effondrent, mais par ailleurs, tu as des pays en Asie qui eux, s'en sortent de mieux en mieux. D'ailleurs, en appliquant des stratégies étatiques fortes, tu vois, en disant l'État va soutenir les secteurs industriels, etc. Ce que fait la Chine, ce que même font les États-Unis, tu vois. Nous avons été plus royalistes que le roi en voulant mettre en place des politiques économiques ultralibérales et d'un point de vue monétariste, c'est-à-dire banque centrale complètement découplée des décisions de l'État, banque centrale qui va gérer l'inflation toute seule, etc. Ouais. Et en fait, tout ça, c'est des idéologies économiques, enfin des préceptes économiques qui ont été élaborés dans des écoles, l'école de Chicago en l'occurrence, mais dont on voit que les résultats sont mauvais. Mais ça ne veut pas dire que c'est un complot dans le sens où les mecs ont voulu que ça se passe mal. À mon avis, ils ont voulu que ça marche, ils y ont cru. Et le problème, c'est que ça se passe mal, et il y a une inertie avant qu'on s'en rende compte. Mais ce dont j'ai peur, c'est que le peuple français, avant de s'en rendre compte et de faire le bilan de ce qui se passe, que ce soit trop tard. Ouais. C'est un peu ça le risque. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils s'en rendent compte? Est-ce que c'est quoi? On fait pas assez de pédagogie, nous, alter youtubeurs? Déjà, on doit dire un truc, c'est que là, les sondages montrent que si on faisait une élection maintenant, il y a des chances que Marine Le Pen l'emporte l'élection. Donc, il faut être quand même assez... tu vois, il faut relativiser l'inconscience des Français. Il y a beaucoup de Français qui ont conscience que ça ne va pas et ont envie de voter pour des gens qui disent, OK, en gros, on va pas fermer les frontières, mais on va prendre le contrôle on va reprendre le contrôle de l'immigration, reprendre le contrôle sur nous-mêmes, en gros. Donc, tu as beaucoup de Français qui font ce diagnostic-là, quand même. À peu près la moitié des votants. Après... Voilà, on verra aux prochaines élections, quoi. Mais il y a des chances que Marine Le Pen prenne le pouvoir. Tu penses que ce serait une bonne chose pour le pays? Il faut pas qu'elle se plante. Il faut pas qu'elle fasse de la merde. Si elle fait de la merde, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur et ça pourrait être là pour le coup, la fin, quoi. Ouais, parce qu'il y aurait plus trop d'opportunités. Mais là, la gauche va se délecter en disant, regardez, ils ont eu le pouvoir pendant 5 ans, regardez, le pays est à feu et à sang. Si c'est ça, ça va être très, très dur. Bien sûr. Mais si elle s'en sort et si la situation s'améliore un peu lors de son quinquennat, il y a des chances qu'elle soit réélue et ensuite que ça puisse faire quelque chose que ça puisse redresser la situation. Un point que tu abordes souvent, et ça fait écho à ce qu'on se disait, c'est la solidarité.
ou en tout cas l'absence de solidarité aujourd'hui qu'on a en France. Comment t'expliques on soit moins solidaire qu'avant, qu'on soit peut-être un peu plus individualiste, plus penché sur nous, qu'il n'y ait plus tellement de liens en fait entre tous les Français. Tu l'expliques et comment tu le perçois dans tes interviews, toi? Ah, je pense que ça remonte à loin, ça, hein, cette absence de solidarité. En vrai, est-ce qu'il y a une solidarité qui est là, immanente, mais qu'on ne perçoit pas? Parce qu'au fond, les Français, tu vois, le système social français est quand même très redistributif. Oui. Et ça, les Français l'acceptent globalement, de moins en moins, parce qu'ils ont l'impression que c'est redistribué n'importe comment, que on donne du RSA à des mecs qui veulent pas bosser, etc. Donc, Ils sont pas contre l'idée de la redistribution. ça casse Oui. un peu ça. Mais l'idée de la redistribution qui est présente en France est quand même très, très enracinée chez les Français, j'ai l'impression. Donc il y a une solidarité qui est organisée par l'État, qui fonctionne mal, et dont les Français se plaignent. Sinon, en soi, la solidarité intrafamiliale, elle existe encore. Après, c'est vrai, on n'est plus sur le modèle du village, ou comme on peut voir en Amérique du Sud, où vraiment, t'as des quartiers entiers. Bon, s'il y a un mec qui va pas bien, tac, il vient et on lui donne à manger, etc. C'est vrai que cette solidarité-là n'existe pas. Je le vois au niveau des plus pauvres d'entre les pauvres. Les mecs sont tout seuls face à une administration froide. Tu vois, c'est genre Jeff, quand il va demander un truc à une administration, il est en face d'une meuf qui lui dit non, mais en fait, tu vois. Et le mec, il dort dehors, quoi. Mais c'est compliqué aussi parce que les services sociaux sont saturés de migrants, notamment, il faut le dire. Donc le mec qui arrive, ben, il se fait jeter, quoi. Mais si tu veux, tu voudrais que je dise que la religion... Non, pas du tout. Non. Alors, pourtant, l'absence de religion... Non, je suis catholique aussi, mais... Enfin, je sais pas si tu es catholique. Non, je pense qu'il y a une lame de fond qui travaille la France et l'Occident sur une toujours plus grande individualisation des gens. Et on est en train de créer des barrières interpersonnelles où on ne se parle plus trop, on est sur son écran, les jeunes passent, je crois, 6 ou 7 heures sur leur écran. Très paradoxal d'ailleurs, parce qu'on se parle énormément, mais en fait, on se voit peu. Évidemment. Ouais, c'est vrai que les réseaux sociaux n'ont pas aidé à améliorer la situation, ouais. C'est quoi ta vision des réseaux sociaux? Parce que toi, paradoxalement, t'as été connu grâce à ça. Je suis très méfiant vis-à-vis de mes réseaux sociaux et de YouTube, etc. Très méfiant. Hein. Il faut filtrer l'information énormément. Et le problème, c'est que les gens... Moi, je vois beaucoup de gens qui font très attention à ce qu'ils mangent, par exemple. Tu vois, je prends un exemple très concret. Ils vont regarder derrière chaque paquet. Ah oui, attention, est-ce qu'il y a du sucre? Est-ce qu'il y a des trucs, des machins? Par contre, pour l'information, c'est open bar, tu vois. Ils prennent n'importe quoi. Un post Instagram où on dit « Attention, il y a un génocide !» Tu te rends compte, il y a un génocide. Je fais, mec, en fait, le filtre que tu as pour manger, il faut que tu l'aies aussi dans ta tête pour tes informations, en fait. C'est que sur les réseaux sociaux, tu as tout et n'importe quoi qui est raconté, et surtout n'importe quoi. Donc, ça, c'est un truc aussi par rapport au sujet sur le complotisme. C'est aussi pour ça que je me méfie beaucoup des réseaux sociaux. C'est qu'il est très attirant, si tu veux, d'adhérer tout de suite à des discours ultra catastrophistes, parce que ça te donne le beau rôle. Ça te donne le rôle de celui qui alerte. Putain, mais tu te rends compte, t'as vu ce qui se passe quand même? Putain, ça craint, franchement, ça craint. Quoi, t'en as pas conscience? Mais t'es un mouton. C'est génial pour l'ego de dire ça, d'être dans cette position-là. Pour pas cher, tu deviens le mec qui sait. Face au type qui ne sait pas et qui est complètement abasourdi parce que tu lui dis mais t'as vu tes yeux, mais mec, réveille-toi, oh. Et puis surtout, vas-y. Non mais je veux dire, non mais je mets le doigt là-dessus parce que c'est un élément très fort dans le complotisme. C'est l'ego. L'ego, c'est l'idée qu'on sait face à une bande d'ignorants, de moutons qui ne savent rien. Il faut se méfier de ça. C'est pour ça que moi, quand je vois en gros, moi, quand je vois des trucs sur Instagram, etc., je me dis, mais... Qui croit ça? Qui croit ça? Et tu sais, quand on me dit, ah, mais regarde ça, je dis, putain, mais sérieux, t'en es là, quoi. T'es en 2010, en fait. Tu prends un post Instagram de monsieur n'importe qui et tu le prends pour argent comptant. Ça y est, c'est bon, c'est fini, on n'est plus là, maintenant, il faut avancer, tu vois. Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui disent de la merde et qu'il faut vérifier 3-4 fois, aller voir des mecs qui s'y connaissent, voir des spécialistes. Quand ça parle de médecine, tu vas voir un médecin. Quand ça parle d'astronomie, tu vas avoir un mec qui connaît l'espace. Enfin, c'est pas toi qui va... Enfin, c'est ça le truc d'Internet, c'est que ça te donne un sentiment de surpuissance intellectuelle. C'est comme si tu avais un deuxième cerveau et que, bah, attends, tu
as l'impression de tout savoir, en fait. Mais non, tu ne sais pas tout. Non, tu es un ignorant sur plein de sujets et tu es obligé de te référer à des gens qui savent. C'est très complexe, la médecine. C'est pas toi qui va décider si un virus est dangereux ou pas. C'est pas toi qui va le décider. Oui, on se souvient que tu avais Ah oui, abordé la mais sur le question. Covid, moi, laisse tomber. Oui. C'est d'ailleurs la preuve que je suis vraiment indépendant, et y compris des gens qui me financent. Parce que j'ai des milliers de gens qui me financent. Hein, ça va de 2 euros par mois à plusieurs milliers d'euros par mois. Ben, moi, je leur dis, les gars, moi, je dirais ce que je voudrais hein, dans tous les sujets, quelle que soit la configuration. Si j'estime que quelque chose est vrai, je le dirai. Si j'estime que quelque chose est bullshit, je le dirai aussi, quel que soit votre avis sur ça, en fait. C'est ça la vraie indépendance, la vraie liberté de penser. Et sur le Covid, je l'ai démontré. J'ai pris une position, je te dis, genre, j'ai perdu la moitié des mecs qui me finançaient. Sur une position, sur le Sur le Covid. Covid? Parce que j'ai dit, le Covid me semble dangereux sur certains aspects, saturation des services hospitaliers. Tous les pays réagissent, y compris des pays qui ne sont pas amis avec les États-Unis, donc c'est qu'il y a quelque chose vraiment. Tu vois, c'est pas. Moi, quand je vois Cuba qui réagit, c'est pas parce que je défends Cuba ou quoi, tu vois, c'est parce que Cuba est sous embargo américain depuis 40 ans. Et que donc, non, eux ne suivent pas l'industrie pharmaceutique américaine. Tu vois, s'ils pensent, et en plus, Cuba est très avancé en médecine, en tout cas, c'est le pays le plus avancé des pays sud-américains, et c'est pas des branquignoles non plus en médecine. Donc, s'ils disent qu'il faut eux aussi confiner, faire attention, mettre des masques, c'est qu'il y a un problème. C'est pas parce qu'ils suivent l'Occident, parce qu'ils sont bêtes, tu vois. Comment tu as réagi quand tu as vu que tu avais perdu des contributeurs? Est-ce que tu t'es posé la question, il faut que j'adapte mon discours à Non. ceux qui me financent? Non? Non, j'ai essayé de faire de la pédagogie, j'ai fait des vidéos, j'ai essayé d'expliquer ce que je pensais, sur quoi je me basais, et bon, bah, je continue à perdre, ça a duré des mois, hein, pendant des mois, Ouais. tu perds, tu dis, putain, ça va descendre jusqu'où, en fait, je vais me retrouver tout seul. Ouais. Bah ouais, tu réfléchis, tu dis, bon, qu'est-ce que je peux faire en dehors de YouTube? tu, commences à À te quoi poser, je suis bon? tu commences à te poser des questions, tu vois, mais jamais je me suis dit, non, mais attends, non, allez, vas-y, je vais balancer une dose de complotisme pour faire plaisir, jamais de la Ouais. vie, mais ça, ce serait me trahir. Ok. Donc non, tu vas jusqu'au bout de tes convictions. C'est pareil pour l'immigration, hein, tu sais. Ouais. D'ailleurs, je m'étonne parce que à l'extrême, ce qu'on appelle l'extrême droite, hein, je prends toujours des Non, précautions non, mais avec ce évidemment, mot, t'as raison. il y a une partie de l'extrême droite est gangrénée par le complotisme. Mais l'irrationnel est aussi beaucoup à gauche. Sur l'immigration, c'est l'irrationnel. Dès que tu parles d'immigration, les mecs sautent en l'air. De la même façon que quand tu parles le vaccin à droite, des mecs sautent en l'air. Tu sais, ah, vaccin, traître, Big Pharma. À gauche, tu dis immigration, ah, traître, raciste, facho. Ouais. C'est la même. Dynamique. C'est la même chose en fait. Ouais. C'est tu perds les pédales face à un mec qui dit un truc. Donc moi je dis perdez pas les pédales, juste réfléchissez, comprenez les arguments, sous-pesez, répondez factuellement, etc. Mais moi les gens qui pètent un câble parce que tu dis le mot immigration à gauche ou le mot vaccin à droite, ben pour moi c'est de la même obédience en fait, c'est de l'irrationnel, tu vois. Et moi je pense que le rôle sur YouTube de ce qu'on fait, c'est de mettre du rationnel dans tout ça, c'est de parler des choses en fait, c'est de parler des sujets rationnellement, de dire attendez les mecs, il n'y a rien de grave là, on va juste discuter, tu vois. On va discuter parce que c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Dans un cas, c'est est-ce qu'on va prendre des mesures contre une pandémie ou pas, et qu'est-ce qu'on fait? Bon ok, on peut en discuter, tu vois, mais rationnellement, bordel. Et dans l'autre cas, c'est est-ce qu'on fait quelque chose pour l'immigration, est-ce qu'on laisse tout ouvert, quel impact ça va avoir, etc. Mais parlons-en rationnellement sans s'envoyer des trucs à la gueule. Comment t'expliques que notre camp, entre guillemets, soit quand même pas mal, je parle du camp souverainiste hein, de manière assez large, mais soit quand même pas mal sujet à ce complotisme, à cette espèce de narration extérieure qui voudrait qu'il y ait un grand méchant ou un groupe de personnes qui nous dirigent. Comment t'expliques qu'il n'y ait pas tellement ça à gauche, si ce n'est à la marge, et qu'à droite, ce soit quand même quelque chose d'assez prégnant? Parce qu'à droite, on est quand même sensible à une involution de la société. Tu vois, pour un mec qui est de gauche, bon, bah, globalement, les choses vont pas si mal, tu vois, vont pas forcément dans la mauvaise direction. Ils votent pour Macron au deuxième tour, tu vois. Oui, Alors, bien en sûr. se bouchant le nez, etc. Mais je veux dire, c'est pas non plus contraire à leur logiciel idéologique. Alors qu'à droite, on se dit, non, mais en fait, la France est en train de s'effondrer, de mourir. Elle va disparaître dans quelques décennies. J'avais vu d'ailleurs que Mark Vanguard qui fait des statistiques, et je le cite à chaque fois parce que c'est vraiment Très, très bon. compte Twitter le plus important à suivre aujourd'hui, c'est Mark Vanguard. Il utilise que des données de l'INSEE, c'est pas du tout un complotiste, c'est un mec vraiment super sérieux. Il étudie les stats de l'INSEE et il démontrait qu'en 2100, la France serait musulmane, tu vois. Bon, bah ça stresse légitimement des gens qui n'ont pas envie que la France devienne musulmane. Donc quand tu es dans le stress, quand tu es dans la peur, parce que ça au fond c'est une peur, c'est vrai c'est une peur, légitime pour moi, mais c'est une peur. Oui. Bah, cette peur, elle peut s'alimenter ensuite de discours de gens qui vont récupérer et qui en font un business pour orienter sur de la merde, quoi.
Jean-Michel Trogneux, excuse-moi, c'est de la grosse Ah merde. non, mais L'idée que parlons-en. Brigitte Macron est un homme ou une femme ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, d'une part. Et ensuite, deuxièmement, je renvoie sur ce qu'a fait Jonathan Moadab, ancien, Que je salue d'ailleurs, un ancien de Valeurs Actuelles. un ancien de Valeurs Actuelles, qui a fait un travail avec Paul-Éric Blanru sur cette question de Jean-Michel Trogneux, qui pourrait paraître ridicule dans un premier temps, mais qui en fait est assez sérieux sur le fond, dans la manière dont justement est traitée l'information, ce dont je parlais tout à l'heure, les filtres qu'on peut avoir ou pas. Qui a été reprise d'ailleurs par Candice Owens, qui est une très grande youtubeuse américaine C'est ça, conservatrice. qui elle donc a fait exporter cette fake news aux États-Unis. Et donc je renvoie sur les travaux de Jonathan Moadab qui te sort l'acte de naissance, des trucs notariés quand le père Trogneux a passé son entreprise à ses 5 enfants, dont Brigitte Trogneux, tu vois, c'est un acte notarial. Ouais. Quand tu vois... non mais c'est un truc de malade mental, Georges. Dans le courrier Picard à la naissance de Brigitte Trogneux dans les années 50, ils ont fait un encadré avec Jean-Michel Trogneux, donc le grand frère de Brigitte Trogneux. Jean-Michel Trogneux et tous ses frères et sœurs saluent la naissance de leur petite sœur Brigitte Trogneux. Ouais. Un encadré dans le courrier Picard à l'époque de la naissance de Brigitte Trogneux. Ah, mais c'est... Fin du game. Ouais. C'est fini. Il n'y a plus d'affaires Jean-Michel Trogneux. Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux sont deux personnes différentes. L'un est un homme, c'est le grand frère de Brigitte Trogneux, qui est une femme, qui est la femme d'Emmanuel Macron. C'est écrit dans le courrier Picard de l'époque. Mais le truc, c'est que tu peux pas forcer les gens à faire la connexion synaptique. Tu peux pas aller dans leur cerveau et dire tu connectes là, courrier Picard de l'époque, on annonce la naissance de Brigitte Trogneux, par le frère Jean-Michel Trogneux, ça connecte ou ça connecte pas? Comment tu peux falsifier ça? Alors là, immédiatement, comme c'est une croyance irréfutable, ils vont te dire non mais ça a été photoshopé, ils ont trafiqué. Alors qu'est-ce qu'il te faut si à chaque fois qu'on te présente une preuve, tu dis que c'est faux? Ouais. Alors même un test ADN, hein. Moi, je te mets le test ADN de... Imaginons, je vais voir Brigitte Trogneux, on va faire un test ADN, Madame Trogneux, Madame Macron, parce que bon... Et je te sors le test ADN où tu vois les deux putains d'X, tu vois. Ouais, ils y croient pas. Et ben, ils vont dire non, mais Vincent, tu l'as trafiqué. Ouais. Et même si tu le fais devant eux, ils vont dire non, mais en fait, le sang, il a été échangé à un moment où je clignais des yeux, tu sais. Ou même si tu lui mets la tête dans la foufoune de Trogneux, ben, ils vont dire non, mais attends, il y a des opérations maintenant qui sont indétectables. Impossible, croyance irréfutable. Donc, il y a inversion de la charge de la preuve. C'est évidemment à celui qui fait cette affirmation de présenter la preuve de son affirmation. Bien sûr. Tu dis que Brigitte Macron est un homme, bah vas-y, montre-moi la preuve. C'est toi qui dois présenter la preuve. Parce que je pourrais faire tout ce que je voudrais, je ne te convaincrai pas, tu es dans une croyance irréfutable. Mais tout à l'heure, tu disais quelque chose hors antenne qui est très intéressant sur ce sujet-là très spécifiquement. Je pense que, alors je ne sais pas si Emmanuel Macron, il en a quelque chose à foutre de cette polémique, mais je pense qu'autour de lui, on laisse enfler cette polémique-là, justement parce que ça permet d'évincer un sujet qui est un sujet majeur, qui est quand même la différence d'âge à l'époque. C'est ça. Des deux, qui s'apparentent... Donc là, on peut doubler les complotistes par la droite, en disant qu'ils sont les idiots utiles, en fait, ben oui. du couple Macron, qui, à mon avis, moi, je suis Macron, tu vois. Je sais que dans mon passé, il y a un truc un peu chelou, c'est qu'en fait, quand j'avais 15 ans, je me suis fait draguer par ma prof qui avait 40 ans. Ça, c'est un truc que j'aurais pas trop envie tu sais, qu'on en parle trop, etc. Mais bon sang, là, le tir à côté, le tir foireux des complotiques, mais c'est génial. Parce que du coup, on parle pas de ce sujet-là, on parle d'un autre truc. Mais vas-y, régalez-vous, j'aurais envie de dire. Ouais, si c'était moi, je par penserais comme ça. Oui. Sans être complotiste, tu vois, mais je me dirais, c'est génial, c'est un contre-feu de fou, en fait. Oui. Et donc, si je suis complotiste, je me dis, peut-être qu'ils sont financés, en fait, en sous-main par l'Élysée, pour faire monter la mayonnaise, pour pas qu'on parle du vrai sujet, qui est en fait, voilà, le sujet de corruption de mineurs, etc. Oui. Non, mais c'est... Enfin, bon, bref. C'est très intéressant, mais ce sujet-là, spécifiquement de Jean-Michel Trogneux, c'est quand même très intéressant. Ça fait vraiment penser au Moyen-Âge, quand tu avais un grand baron qui prenait des décisions qu'on n'aimait pas trop. On lui inventait des trucs, il se faisait jeter des sortilèges ou je ne sais quoi. C'était pour éviter de parler justement du vrai sujet qui est les mecs n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Mais moi, je pense que le truc de base, c'est simple, c'est le pognon. Hein. C'est Bien que sûr. Ça fait vendre, ça marche, on est à l'ère des réseaux sociaux, ça se diffuse. T'as beaucoup de gens qui n'en ont pas les filtres dont je parle. Plus tard, je pense que les générations vont quand même s'endurcir vis-à-vis de tout ça. Et ça marchera de moins en moins, les trucs à la con, parce qu'on va apprendre à aller chercher les preuves, etc. C'est fascinant, Internet, parce que t'as tout. Tu peux aller voir des ultra spécialistes dans des domaines ultra spécifiques. Et en même temps, on ne fait pas cet effort-là. C'est ça qui est fou. C'est que moi, quand Internet a émergé, moi je m'en souviens très bien, j'avais une vingtaine d'années, démocratisation d'Internet, du haut débit.
Wikipédia, Dailymotion, YouTube, tout ça, je l'ai vu arriver, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais c'est fou, c'est la connaissance infinie à portée de main. Ouais, C'est toute la connaissance humaine vertigineux. réunie sur un clavier, à un clic de toi, t'as tout. Et je me suis dit, mais c'est une encyclopédie, génial, ça, l'humanité va grandir. Et j'ai l'impression que c'est le contraire qui se passe. Qu'en fait, c'est pas une encyclopédie à ciel ouvert, c'est un bar à ciel ouvert. En fait, on a démocratisé un énorme bar où les gens racontent n'importe quoi pour la plupart du temps. Et ça craint parce que les mecs qui disent des trucs intéressants sont noyés dans une masse de gens qui racontent n'importe quoi. Ouais. C'est peut-être même limite contre-productif. Ouais. C'est pour ça que je dis, faites gaffe. Nourrissez-vous évidemment des informations qu'il y a sur Internet. De toute façon, on n'a pas le choix, le flux d'informations est énorme. Mais ayez des putains de filtres. Regardez la composition comme quand vous allez au supermarché, quoi. La nourriture, ce qui rentre dans votre tête, c'est votre nourriture qui va déterminer ce que vous allez penser sur les grands sujets de société. C'est quand même ultra important, autant que ce que vous mangez. Faut regarder la pastille. Il faut regarder la pastille, il faut se renseigner, il ne faut croire personne sur parole. Très important, tu vois. Même moi, je dis, méfiez-vous de ce que je dis, vérifiez ce que je raconte sur le Venezuela, sur le truc, lisez ma thèse, faites ce que vous voulez, vérifiez par vous-même. Ouais. Après, c'est une question de temps, évidemment. Oui, bien sûr. Mais, La dernière question que je pose à tous mes invités, parce que je les pose vraiment à tous mes invités, c'est une question qui me tient à cœur. Imaginons, demain, tu es en, je sais pas, en dédicace ou je sais pas où. Je suis un jeune mec et je viens te voir et je te dis, voilà Vincent, l'état du pays, le remplacement de population, l'immigration, enfin bref, font que je suis triste, je suis malheureux. Qu'est-ce que tu me dis? Comment tu me remontes le moral? je te dis, sois heureux. Tu peux pas gâcher ta vie parce que ton pays s'effondre. Je comprends que ce soit très stressant, que ce soit très angoissant, mais tu n'as qu'une vie, ne la gâche pas. Profites-en, vis ta vie, fais ce que tu peux dans ce marasme, fais ce que tu aimes, mais sois heureux. Le premier objectif, c'est d'être heureux. Je sais plus, c'est Voltaire qui disait j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Et moi, je crois vraiment en ça. Et ça, je le dis même dans mes vidéos. Je dis les gars, ok, notre pays va mal, mais il faut que nous soyons heureux. Et c'est pas si compliqué que ça en vrai d'être heureux. C'est d'être proche des siens, de profiter de chaque instant avec les gens qu'on aime et de faire ce qu'on aime et de faire notre maximum dans ce contexte-là. Alors, ça peut être de faire des vidéos, d'essayer de faire prendre conscience aux gens autour de soi que le pays va mal, de discuter, d'essayer de convaincre quelqu'un de pas voter Macron, par exemple, tu vois. C'est des petites victoires individuelles. Ça, il faut le faire. Mais être malheureux, non, ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Il faut que tout ce que vous le fassiez en étant heureux et en vous accomplissant. D'accord. Merci Vincent Lapierre pour cet entretien. Merci à toi, Georges. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Je vous mets tous les liens de Vincent en description, chaîne YouTube, Twitter, Tipeee. Enfin bref, je vais vous régaler. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!